Salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est mercredi et c'est le live. En clair, pendant, allez, 1h15, 1h30, voire 2h moins le quart, ça dépend s'il a fait son plein. Nous allons évoquer un sujet gratuitement, en clair. Vous allez pouvoir réagir via les réseaux sociaux. Ce soir, le sujet est important, il résonne en plus à une actualité, le décès du père Brune, auquel nous rendrons hommage avant la fin de cette émission. L'âme choisit son incarnation, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Des invités ce soir, nous aurons l'occasion dans un instant de recevoir Bernard Baudouin, spécialiste de l'âme. On aura également Jean Didier, médium connu et reconnu. On aura Vanessa Kerstig pour le nouveau numéro d'Horoscope, notre partenaire, qui est le sponsor de cette émission. On aura Jocelyn Morisson, qui lui, Morisson est un journaliste scientifique, qui nous parlera également de son point de vue sur l'âme. Et puis, je vous le disais, on rendra hommage au père Brune. Alors, bienvenue dans le live. Alors je le disais, qui dit live dit réseaux sociaux. Vous allez pouvoir réagir, commenter tout ce qui va être dit ici durant ce live. Partagez également, c'est l'occasion, vous le savez, le mercredi, de découvrir BTLV si vous êtes nouveau. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien de partager et de faire découvrir au plus grand nombre ce média qui en 5 ans est devenu le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Alors les réseaux sociaux, avant d'accueillir nos invités, on va se tourner vers François Desmier. Salut mon François. Salut Bob. Ça va bien? Bah oui, très intéressé par ce sujet ce soir. Il va y avoir beaucoup de monde, j'imagine. Ils arrivent déjà, il y a déjà Zahir Had, il y a également Lure, et puis Tape la fuite. Tape la fuite. Donc, j'adore les pseudos qu'il y a sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, bien sûr. Sur YouTube, c'est les pouces en l'air, si possible. Et sur Facebook, les partages. On a besoin de vous. Je vous le disais, des invités ce soir prestigieux, à commencer par Bernard Baudouin. Salut mon Bernard. Salut Bob. Ça va? Ouais, très bien. Bonne Super. année. Ravi de t'accueillir. Oui, c'est Patrick Drouot ce matin, physicien, qui me disait 2019 que du neuf. Donc voilà. Ça va bouger, de toute façon. Oui, on va en parler justement. Et puis parmi le neuf, il y a le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. C'est la suite de ce bouquin, le voyage de l'âme entre deux vies. Donc voilà, on va essayer d'en savoir plus un petit peu. Pourquoi avoir écrit ces bouquins? Pourquoi l'âme t'intéresse tant? Et puis à côté de toi, je le disais, connu et reconnu, Jean Didier. Salut mon Jean Didier, ça va? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, 3 ans. Ça fait 3 ans. T'imagines, t'avais même pas venu des nouveaux locaux. T'as vu les studios qu'on a sur tout Paris, c'est juste magnifique. Donc voilà. Oui, tu sais, BTLV grossit. On va racheter la tour TF1 bientôt. Donc voilà. On est ravis de t'accueillir parce que toi, tu as cet ouvrage, comment comprendre son karma et ses vies intérieures. Donc, qui dit vie intérieure dit fatalement nouvelle vie. Et donc, on va savoir si toi aussi, tu penses que, voilà, par l'âme et si on choisit. C'est une vraie question que l'on peut se poser parce que on va avoir certainement, tout au long de cette émission, des gens qui vont nous dire oui, et puis d'autres qui vont dire, mais attendez, si on choisissait notre incarnation, pourquoi on en chie? Pourquoi certains meurent? Pourquoi il y a des gens qui sont violés? Pourquoi il y a des gens qui sont explosés dans des attentats, etc. Première question à tous les deux, est-ce qu'on choisit son incarnation? Bernard? Oui, tout à fait. Il y a quand l'âme revient effectivement dans une nouvelle incarnation, il y a ce qu'on appelle avant un mandat d'incarnation qui a été effectivement mis en place dans l'intervalle entre deux existences. Et il y a comme un plan ou un programme qui est défini. C'est pas figé, bien évidemment, mais il y a effectivement des grandes lignes et qui font que effectivement il va y avoir un choix sur le lieu où on va aller, sur la famille où on va aller, sur les âmes auprès desquelles on va se rapprocher, et à partir de là qui va permettre d'aller optimiser pour arriver à se rapprocher de l'objectif donné, quoi. Alors je vais te poser une question qu'on va te poser sûrement sur la toile. Quelle est ta source? Ma source, on va te dire d'accord, mais qui, quoi, on te l'a dit, ma source, c'est effectivement les choses que je vis moi, les contacts que j'ai moi, parce que j'ai effectivement des contacts. J'ai la chance d'avoir des contacts qui sont un petit peu extérieurs, disons. D'une part. Donc on te donne de l'information. Oui, tout à fait, de l'information. Alors c'est passé à une époque, c'est passé par l'écriture automatique. Maintenant, ça passe carrément en direct. Et puis c'est aussi un peu, je voyage un peu aussi, quoi. Donc du coup, moi je fais de l'information. J'ai pas d'enseignement à donner, j'ai rien à vendre. Par contre, effectivement, je lève le voile sur quelque chose dont on parle depuis des millénaires. Je veux dire, toutes les époques, on en a parlé, avec des mots différents, dans des langages différents, mais on a toujours fait référence aux mêmes choses. Et à partir du moment où, effectivement, on arrive à montrer qu'effectivement il se passe quelque chose de particulier. En plus, la physique quantique aujourd'hui nous donne des passerelles qui sont fabuleuses, quoi. Parce que les scientifiques en arrivent à venir expliquer une partie des choses dont on parlait depuis longtemps. La physique, effectivement, s'intéresse de plus en plus à la spiritualité et on est en passe peut-être même de voir une science qui va valider la spiritualité. Alors, ce qui existe depuis des millénaires également, c'est la médiumnité. Là, je vais me tourner vers Jean Didier parce que, effectivement,
toi, c'est ton métier. Oui. Ça t'est tombé dessus quand tu étais petit. Oui. Tu l'as accompagné, tu l'as nourri comme on nourrit une plante, cette médiumnité, parce que on dit souvent que plus on travaille, enfin, je sais même pas si on travaille, plus on est ouvert, plus on est à l'écoute, plus on affine finalement. Plus on pratique, en fin de compte. Plus on pratique, plus on développe cette médiumnité qui est présente dans beaucoup de personnes. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a une graine de médium en chacun de nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a des capacités, des possibilités, mais on en prend conscience ou pas. Et puis, il y a des éléments aussi importants de la vie qui font que, à un certain moment, il y a quelque chose qui se déclenche, comme la spiritualité. Elle peut se déclencher à n'importe quel âge, mais c'est souvent lié à un choc émotionnel. Il y a souvent l'émotionnel qui rentre en ligne de compte par rapport à ça. C'est important ce que tu dis, je te coupe pour la temporalité, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent se dire c'est n'importe quoi tout cela, et ça va leur tomber dessus quelques mois, quelques années plus tard. Parce qu'il y a une vraie temporalité propre à chacun de nous quand même dans cette spiritualité. Ça dépend de l'avancée et de ce qu'on veut faire de sa vie aussi, et de la façon dont on la dirige et ce qu'on a envie d'en faire. Et est-ce que l'âme, la vieillesse de l'âme finalement, elle rentre en ligne de compte là-dessus, c'est-à-dire que sur cette compréhension, parce qu'on dit souvent que la Terre est une école, qu'on vient apprendre des choses pour partir et rejoindre une source divine, etc. Donc, est-ce que finalement, une jeune âme, elle va peut-être être plus fougueuse, elle va peut-être moins être à l'écoute qu'une vieille âme? Pas forcément, parce que en fin de compte, ça dépend de l'enrichissement de ce qui va se passer dans la vie, de l'incorporation, de ce qu'on est en train de vivre au moment où on le vit, et de l'acceptation de tout ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont refuser, comme tu disais par exemple, on va leur proposer une certaine forme de spiritualité qui vont refuser au départ, et après qui vont finir par accepter parce qu'il y a des éléments de leur vie qui vont changer, qui vont se modifier, parce qu'il y a des rencontres importantes. On le sait tous, on a des rencontres importantes et des rendez-vous importants dans notre vie de tous les jours, et cette rencontres et ces rendez-vous, ce sont souvent avec des âmes justement avec lesquelles on a déjà été en contact dans le passé ou dans d'autres vies qui se manifestent aujourd'hui pour nous permettre d'une certaine façon de continuer ce chemin. Donc toi aussi, l'âme choisit son incarnation. Ah oui, complètement. Moi, c'est pas comme la chanson de Maxime Le Forestier qui dit... On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. C'est le contraire. C'est le contraire. Ah, donc voilà, je me demande s'il n'avait pas fait un pied de nez. Hein. Donc, on va se tourner vers les réseaux sociaux avant de revenir à vous. François. Oui, déjà beaucoup de témoignages. Déjà Thibaut Ricard qui dit « L'âme choisit son incarnation. Je ne sais pas où elle est ce soir, mais elle a choisi de regarder BTLV. » D'accord, ok, très bien. Cédric, bonsoir. D'après les témoignages de EMI, oui, l'âme choisit son corps. C'est assez partagé déjà. Il y en a qui... Oui. C'est tranché, quoi. Ouais. C'est très clivé. Ça va cliver, effectivement. Donc, on verra pourquoi, d'ailleurs. Essayez de nous dire pourquoi vous ne pensez pas que l'âme choisit son incarnation, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir tous les points de vue, donc, afin d'avancer. Et puis, beaucoup de tristesse pour le père Brune. Je le disais, on lui rendra hommage avant la fin de l'émission, parce qu'on l'avait eu il y a 2 mois, à peu près, ici, lors d'un live. Au mois d'octobre. Et on va passer un extrait de son dernière intervention sur BTLV. Gilles, Tarologie et Voyance, le père... Non, c'est Olivier... Tarologie, non? Oui, il a fait évoluer les choses pour la communication post-mortem. D'accord. Okay. Olivier Delforge, salut everybody, la question est encore terrible. Tu parles pas très bien l'anglais, hein? Everybody. Everybody. Blues Brothers, toujours, un jour. La question est encore terrible, mais je pencherai sur une option d'un grand tout dans lequel nous replongeons à notre mort et que seules les âmes libérées pourraient choisir ou pas. Alors, je vais revenir bien sûr à cette question qui fâche, mesdames et messieurs. Vous savez, je vais la poser. Pourquoi, si on choisit notre incarnation, je vais la poser à tous les deux, quel est votre point de vue, certains en chient plus que d'autres? Il y a des gens qui surfent sur la vie et on n'est pas jaloux. Si certains le font, c'est que d'autres peuvent le faire. Moi, je suis assez pour cela. Quoi qu'il en soit, il y a des gens quand même, quand tu as des endroits où tu nais, tu arrives dans un pays qui est en guerre, où c'est difficile, etc. Honnêtement, quoi. Ou tétraplégique dans un fauteuil roulant dès sa naissance, Bernard. Est-ce qu'elle choisit l'âme? Oui, bien sûr, elle choisit de toute façon. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout est enseignement. Dans l'univers spirituel comme ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a du sens. Ça veut dire que quelque part, dans tout ce qui nous arrive, je disais tout à l'heure, au niveau des rencontres, c'est pareil. Il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Il y a pas de, ça a toujours du sens. Ça veut toujours dire quelque chose. Quand on va rencontrer quelqu'un à un moment donné et qu'on l'a pas rencontré et ça nous change la vie, on n'aurait pas pu le rencontrer 6 mois plus tôt ou 1 an plus tôt parce qu'on n'était pas prêt quelque part. Et c'est toujours une histoire d'évolution. D'évolution, comme je disais tout à l'heure. Il y a 7,5 milliards d'individus sur cette planète. Il n'y en a pas 2 qui ont la même évolution spirituelle. Il y a des grandes familles. Des grandes familles au niveau vibratoire, au niveau des fréquences et des choses comme ça. Mais ça a toujours du sens. Alors, au niveau des épreuves, il faut savoir que
les épreuves, c'est aussi les choses qui sont dans ce qu'on appelait tout à l'heure le mandat d'incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves, l'âme qui vient va avoir à vivre ça, mais elle va pas avoir à vivre. Ça n'a pas que cet effet-là. Ça a un effet aussi sur toutes les âmes qu'il y a autour, desquelles elle s'est rapprochée dans son incarnation. C'est-à-dire que, par exemple, la perte d'un enfant ou le départ d'une personne âgée, ça a un rôle à jouer pour l'âme en question, mais c'est comme quand on envoie une pierre dans un cours d'eau, il y a toutes les répercussions. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour bien comprendre, il faut élargir le prisme. Il faut élargir le prisme, mais bien, on ne peut pas rester, si on veut comprendre l'âme, on ne peut pas rester dans une conception uniquement sur la dimension humaine et tout ça. On reparlera de Père Brune tout à l'heure, qui disait, mais je pense qu'il ne faut absolument pas être triste, parce que c'est qu'un épisode. Tous les travaux qu'il a menés, je pense que lui dit, enfin, je vais expérimenter. Donc voilà. Et voilà, tout à fait. Tu es d'accord avec Bernard, Jean-Didier? Oui, tout à fait. Moi, je pense que de toute façon, notre évolution, elle passe par là. Et puis, c'est très important. Il faut savoir, moi, je prends mon exemple personnel, parce que c'est un des exemples que je connais le mieux quand même. Ouais. Moi, j'ai perdu ma maman très jeune. Je l'ai perdue, j'avais 15 ans. Et à 15 ans, ça m'a ouvert un champ de vision, c'est le cas de le dire, de médiumnité, qui ne serait peut-être pas venu à ce moment-là dans une autre vie ou à un autre moment ou pour une autre personne. En tout cas, j'ai essayé d'en parler avec des psychologues qui m'ont dit, mais vous vous êtes construit sur une faille, en fin de compte. Et en fin de compte, on ne peut rien faire et vous devez accepter. Même les psychologues me disaient, il faut accepter cet état de fait parce que c'était votre destin. C'est quand même incroyable. Donc, en fait, il ne faut pas repousser en fait ce qui te fait, quoi. C'est ça. Parce qu'après, en psychologie, il faut y avoir des problèmes, quoi. Donc, oui, complètement. Il faut s'accepter, quoi. En fait, c'est le sens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Bon, moi, je sais que dans les consultations, dans les stages ou les choses comme ça, on aide les gens à comprendre qu'il y a effectivement du sens derrière. Quand moi, j'ai perdu un enfant à la naissance. Je veux dire, ça veut dire quelque chose à un moment donné dans ta trajectoire où tu vas traîner ça toute ta vie, ou bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se referment jamais. Hein, je veux dire qu'ils sont des choses. Non, mais ça n'empêche pas parce que c'est pas parce que tu comprends que t'es pas malheureux. Oui, non, mais c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne du sens. Et donner du sens, pas tout et ça n'efface pas tout. Ça permet de prendre du recul et de comprendre. Parce que finalement, on parle de l'âme, ce qui est fondamental. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre dans mes livres, c'est d'expliquer aux gens, mais quand on comprend ce qu'on est venu faire et à quoi ça sert, et juste pourquoi est-ce que tu es venu là et pourquoi est-ce que tu n'es pas né effectivement au Texas, au Bangladesh, non mais et à quoi ça sert? On sait très bien où on va. On sait très bien où on va au niveau physique. On sait très bien comment ça va se terminer dans 3 jours, dans 3 semaines, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. On sait très bien. Maintenant, quel est le sens? À quoi ça sert? Il y a un truc qui est assez particulier, c'est que souvent, dans des peuples qui en chient plus que nous, souvent ils ont le sourire, ils sont heureux de vivre, et surtout ce que tu viens de dire, ce que vous dites, ils l'ont compris, ils l'ont emmagasiné. C'est-à-dire que pour eux, voilà, et c'est plutôt une société occidentalisée, un peu matérialiste, très industrialisée, où il y a une certaine tranche de la population un peu intellectuelle qui balaye tout ça d'un revers de la main. Ça, c'est des programmations. C'est des programmations du système. Le système, il n'a aucun intérêt à ce que tu deviennes autonome sur ta trajectoire et tout ça. Le système, il a besoin que tu sois une bonne fourmi bien travailleuse, à qui on met des programmations, à qui on fait manger des choses bien particulières et tout ça. À partir de... Tu sais, les gens, ce dont on parle aujourd'hui, à une époque, quand même, les gens comme nous, on les brûlait ou on les clouait à leur porte, quand même, à un moment donné. Juste une chose, le syndicat des journalistes a reconnu BTLV et la spiritualité comme un élément d'information. On a gagné, c'est-à-dire que François est passé devant des avocats, devant des juges, et ils ont validé le fait que BTLV, qui avait eu son autorisation quand même de site de presse en ligne par le ministère de la Culture, l'a maintenant auprès du syndicat des journalistes, quand même énorme. Donc, c'est quand même une belle avancée. C'est une belle avancée. C'est pas simple, hein, mais c'est pas simple. Mais c'est le moment, on parlait tout à l'heure de mutation et d'ouverture, c'est le moment. Je veux dire, on est en train de redéfinir ce qu'est l'humain, quand on arrive à déterminer qu'on n'a pas un seul cerveau, mais qu'on en a plusieurs, qu'une partie de notre... Ça, il y en a, ils en ont pas du tout. Hein. Ouais. Non, mais ils l'ont perdu. Certains chauffeurs, par exemple. Mais bon, qu'on a une partie de la mémoire qui est stockée à l'extérieur, et que toutes ces choses-là, je veux dire, bon, on va vers une nouvelle définition. C'est vrai que les anciennes définitions, elles sont bien ancrées, parce que bon, ça cristallise beaucoup, quoi.
On va dans un instant recevoir Vanessa Kirstic, qui est rédactrice en chef de ce magazine Horoscope, la tête dans les étoiles. Ceux qui aiment les sujets que nous abordons sur BTLV s'y retrouvent fatalement. On va avoir, c'est un nouveau numéro, son point de vue sur celui-ci. On va retourner voir les réseaux sociaux avec François. Et puis juste après, je vous mettrai également un extrait d'une émission de Pascal Lafargue, que tu connais bien. Pascal, qui est une médium parapsychologue, qui fait des enquêtes à la Sherlock Holmes et qui cette fois va parler de Mamina, sa maman décédée, qui l'aide dans ses enquêtes. François. Oui, Thierry GM, bonsoir. Qui communique à Bernard ces informations? Un guide, une personne décédée? Qui le sait-il? Alors, Bernard, brièvement. Oui, moi j'ai des informations soit effectivement par une entité bien particulière, soit effectivement quand c'est dans des endroits ailleurs. À ce moment-là, c'est comment? C'est une entité que tu connais? Ça n'a pas. Alors, il faut bien penser que tout ce dont on parle avec les histoires des formes humaines et toutes ces choses-là, là, quand on est dans l'univers spirituel, on est au niveau vibratoire, on est dans des fréquences, on n'a plus cette enveloppe-là. Je veux dire qu'on est dans des choses, on est dans de l'énergie, on est dans de la lumière, c'est-à-dire tout ce qui vibre. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, il y a des sons, il y a des choses comme ça. Et puis quelquefois, effectivement, il y a des silhouettes. Et là, effectivement, après, ça peut être. Bon, c'est une forme d'initiation, c'est une forme de communication, bon, qui est particulière en fonction de chacun, mais la médiumnité, chacun, on a tous effectivement ces potentiels-là, et après chacun va... Mais le développer ou pas. Voilà, et le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher forcément à vouloir... Il y a des gens qui ne verront rien, qui n'entendront rien, qui n'écriront... Des fantômes, des images, je veux pas. Oui, qui n'écriront rien, mais qui par contre, à un moment donné, quand ils seront devant quelqu'un, ils sauront. Oui. On sait que, voilà. Ouais. Tu sais, c'est l'histoire des chasseurs de tête. Le chasseur de tête, quand tu rentres dans son bureau, le temps que tu fermes la porte et que tu viennes à son bureau, il y a déjà 50% d'informations. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, monsieur Baudouin. C'est exactement. C'est toujours en communication. Donc, attention, choisissez votre entrée. Alors, on va faire notre sortie. On va accueillir dans un instant Vanessa, mais avant cela, je le disais, Pascal Lafargue, c'est en ligne depuis quelques jours sur BTLV, émission extraordinaire sur le contact qu'elle a avec sa maman décédée, Mamina, qui la suit depuis des années et qui lui donne des informations. Regardez. Salut à tous. Peut-on recevoir des signes distincts de l'au-delà? Certains en rient, d'autres au contraire prennent ça très au sérieux. C'est le cas de Pascal Lafargue qui nous emmène encore une fois et comme tous les mois au-delà du miroir. Tu m'offres la possibilité de venir tous les mois pour parler de la réincarnation ou de l'entre-deux-vie, ou voir des recherches historiques. Et comme je cite souvent Mamina dans les conférences ou dans les livres, où je l'évoque avec toi dans l'émission, eh bien j'ai voulu consacrer une émission sur elle. On va planter le décor et justement, voilà. Alors Mamina, donc c'est ma mère qui nous a quittés le 26 juillet 1990. D'accord. Le jour de la Sainte-Anne. 8 jours avant sa dernière hospitalisation, elle va me dire la chose suivante. Ma chérie, je rentre à nouveau à la clinique, mais je n'y resterai que 8 jours. Maman est décédée, comme elle l'a annoncé, le 8e jour. Je suis allée lui rendre visite 3 jours avant sa mort. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement troublant. Elle m'a demandé d'approcher, et là, elle m'a fait une très longue étreinte. D'accord. Et dans cette longue étreinte, voici, elle ne me l'a pas dit verbalement, mais j'ai entendu. Je ne serai plus physiquement près de toi sur cette terre, mais je serai encore beaucoup plus présente dans les cieux. Voilà, donc Pascal Lafargue, c'est en ligne actuellement sur btlv.fr. Et d'ailleurs, il y a Abiba Atou qui dit « J'ai regardé hier l'émission avec Pascal Lafargue grâce à mon abonnement BTLV, c'était incroyable. » C'est vrai que Pascal fait des émissions fantastiques. Je vous invite à les retrouver. Elle est intervenante BTLV tous les mois. Elle fait une émission qui s'appelle « Au-delà du miroir ». Dans un instant, Vanessa, réseaux sociaux, François. Oui, et toujours beaucoup de questions. Bah oui, je rappelle quand même, si vous arrivez, que le choix ce soir de la question et du sujet, il parle à tous. L'âme choisit son incarnation. Y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Alors, cela c'est un témoignage d'Aurélien Naturel. Moi, ma fille est née et 3 mois après ma maman est décédée. Et 2 ans plus tard, la mère de mes enfants a accouché de notre 2e enfant et son grand-père qui est mort 3 mois après. Juste un témoignage. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a beaucoup de décès là quand même, autour. Hein. C'est étrange que ce soit à chaque fois après une naissance. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Anne Thierry, bonsoir. J'ai le sentiment qu'effectivement l'âme choisit son incarnation et cela doit nous permettre d'évoluer. Alors pour Olivier, mentaliste, déjà le nom, ça peut indiquer un peu ce qu'il pense. Ouais. Non, on ne choisit pas. Ouais, bah oui, frontalement. Les mentalistes, on a fait pas mal d'émissions ici, et notamment une il y a 2 mois. On a vécu des choses extraordinaires et nous travaillons avec Galactus le solitaire, Philippe, qui est
c'est son nom sur les réseaux sociaux, qui est mentaliste et qui, lui, est abonné et fervent défenseur de BTLV parce que dans sa quête de découverte, quand même s'il est mentaliste, il essaie de découvrir des choses que eux, en tant que mentalistes, n'arrivent pas à faire. Parce que il a l'honnêteté de dire, il y a des choses que nous, on n'arrive pas à faire, donc il y a une limite au mentalisme quand même. T-Max, alors c'est de l'humour, hein. Moi je préfère Céline Dion que l'âme. Oui, je veux chanter pour toi. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi spécialement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, l'âme, Jean-Didier disait, elle aurait pu être là ce soir. Il me disait ça en antenne tout à l'heure. Alors, on va avoir dans un instant recours à nos invités, mais avant ce temps, on se tourne vers Vanessa. Vanessa qui est la rédactrice en chef, je le disais, d'Horoscope Magazine. Salut Vanessa, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, on est en pleine forme. Je te souhaite une très très belle année. Je sais qu'on a échangé quelques mots pour évoquer ce nouveau numéro d'Horoscope, La tête dans les étoiles, 827e numéro, février 2019. Alors, pas mal de choses. Déjà, je suis très content parce que j'ai appris que les Sagittaires étaient à l'honneur en 2019 et comme je suis Sagittaire, je vais passer une très très belle année. Beaucoup de choses dans ce magazine. Encore une fois, la volonté de moderniser au maximum et d'aller sur des sujets comme la Wicca, le côté un peu jeune sorcière branchée. Oui, alors on a lancé une nouvelle formule le mois dernier. Donc là vient de paraître le deuxième numéro de cette nouvelle formule, pardon. Et donc l'idée, comme tu as pu le voir, c'est de parler 50% d'astrologie à peu près et 50% de magie. Voilà, moi j'appelle ça de la néo-sorcellerie, de la sorcellerie d'aujourd'hui, branchée comme depuis toujours sur la nature, mais peut-être beaucoup plus assumée. Aujourd'hui, on a le droit d'être sorcière et de se revendiquer comme telle. Alors c'est marrant parce que il y a toute une nouvelle génération, tu l'as remarqué, de jeunes filles qui se lancent dans cette magie, dans cette sorcellerie. Ben oui, c'est aussi ce qui m'a inspirée. Bon, moi, ça me touche depuis que je suis gamine, hein. J'adore ça, ça m'attire. Donc, c'est un petit peu là d'avoir vu sur les réseaux, notamment d'avoir vu une communauté une communauté Wicca, une communauté sorcellerie grimper outre-Atlantique, mais aussi en France, de plus en plus, ça m'a carrément boosté. En fait, je me suis dit, là, c'est le moment, il y a un truc à faire. Et je suis assez fière parce qu'on est les seuls, aujourd'hui, on est le seul mensuel à parler de sorcellerie, quand même. Comment c'est perçu de la part de tes lecteurs? Parce qu'effectivement, il y a le côté astro. Quand tu vois Horoscope Magazine, tu te dis, tiens, je vais acheter mon horoscope. Et alors, justement, est-ce que ça leur permet de découvrir des choses? Ouais, ils sont assez, ils sont friands. De toute façon, les gens qui s'intéressent à l'astrologie s'intéressent aussi à la spiritualité, à l'ésotérisme. Ça va avec en fait. Et du coup là, bon, je pense que ouais, on a fait plaisir à pas mal de lecteurs et j'ai même des mails ou des courriers manuscrits de très vieux lecteurs, de gens qui nous lisent qui lisent Horoscope depuis 20 ans, qui me disent qu'ils sont absolument ravis de cette nouvelle formule. Donc. Alors, je suis un peu énervé, Vanessa, parce qu'il y a quand même un sujet. J'ai testé un cercle de femmes. Pourquoi tu ne m'appelles pas quand tu fais ce genre d'expérience? Alors déjà parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma journaliste, voilà, Valérie Josselin. Mais écoute, la prochaine fois, je te mettrai à disposition la perruque, le maquillage, tout. Je peux être très discret, tu sais, Vanessa. En tout cas, mille merci de nous avoir évoqué cet horoscope qui est chez tous les bons libraires. Bien sûr, vous pouvez, dans toutes les papeteries, vous procurer. Est-ce qu'on peut s'abonner à Horoscope, d'ailleurs? Je t'ai jamais posé la question, Vanessa. Évidemment, on peut s'abonner sur le site horoscopemagazine.fr. Vous avez, il suffit en quelques clics, vous vous abonnez. Super. Mille merci, je t'embrasse et à très bientôt, Vanessa. Et merci de ce partenariat pour ce live. L'âme choisit son incarnation, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Avec nos invités Bernard Baudouin et Jean Didier. Bernard, spécialiste de l'âme, je le rappelle, avec ce dernier ouvrage, Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. Et puis Jean Didier, qui est venu également avec Comprendre son karma et ses vies antérieures. 2 bouquins que vous pouvez vous procurer, bien sûr. Ce sera en replay et podcast, donc vous pourrez vous les procurer. On va mettre les liens également dans le chat ou encore sur le replay et le podcast de cette émission. En clair, hein, bien sûr,
vous pourrez la revoir et la réécouter quand bon vous semble. Je vais me tourner vers Jean Didier. Quand toi, tu es en contact avec une entité, oui. C'est une âme ? C'est l'entité par elle-même, en fin de compte. On n'est pas directement en contact avec l'âme de la personne, ça en fait partie, puisque ça fait partie intégrante de ce qu'elle est. Mais effectivement, on a des informations qui sont apportées et qui sont aussi de l'ordre de l'intuitif. Il y a un mélange entre la médiumnité, l'intuition, l'âme, et puis ça dépend du médium, ça dépend de la façon dont il travaille aussi. Moi, essentiellement, quand je suis en contact, c'est par ma médiumnité et par le contact que je peux avoir avec une entité. Tu sais que j'ai fait aussi beaucoup de chasse aux fantômes. Oui. Voilà, quand on est dans des endroits où quand on perçoit des spectres ou des esprits, c'est souvent effectivement des esprits avec leur âme qui est présente, qui a toujours des choses à dire ou à exprimer, du pour qui, du pourquoi. Ils sont toujours là, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas évolué sur d'autres plans spirituels. Alors ça veut dire quoi C'est que tu décèdes, tu restes à un moment donné entité à part entière avec une partie de ton âme et une partie de ton esprit, si je schématise peut-être, hein, voilà. Et puis à un moment donné, quand on passe un autre cap, on passe à un autre étage, un autre niveau. Là, c'est l'âme qui s'en va et l'entité, elle disparaît. Alors, moi, j'ai besoin de comprendre. Là, Bernard, Jean Didier, dites-moi. Parce que voilà, qu'est-ce qu'un fantôme, tu vois, par exemple? C'est subtil tout ça. C'est tout ce que l'on sait par rapport à nos propres expériences ou moi par rapport à mon expérience personnelle. Effectivement, c'est qu'on fait pas la distinction claire et nette par rapport à ça, parce que c'est trop subtil. Et on est dans le domaine de la spiritualité, plus du matériel. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'entité, quand elle est toujours présente, c'est qu'elle n'a pas réglé certaines choses sur le plan personnel et sur le plan matériel. Donc, elle n'arrive pas à évoluer sur des plans spirituels. Donc, les médiums sont là pour l'aider à comprendre le pourquoi, à dialoguer avec cette entité pour lui permettre de comprendre ça. Généralement, c'est des entités qui n'ont pas compris qu'elles sont décédées, en fin de compte, et qui sont toujours rattachées à quelque quelque chose de matériel. C'est Ghost, hein, c'est le film Ghost, quoi. C'est-à-dire que voilà, il a quelque chose à finir. Exactement. Avant de partir, il reste. Voilà. Mais alors, une fois qu'elle part, le côté Ghost, par exemple, on voit qu'il a une enveloppe éthérée, mais il ressemble encore à ce qu'il est, etc. Puis tout d'un coup, il suit la lumière, et là, c'est son âme qui s'en va, c'est ça ? Bah, là, à partir de ce moment-là, on revient à l'essence, à l'identité véritable de l'entité. C'est-à-dire que l'identité véritable de l'identité, ce qui perdure au fil des âges, au fil des incarnations, au fil des présences et des non-présences, c'est effectivement ce flux d'énergie, en fait, qui est l'identité, qui est ce qu'on appelle la lumière, qui est où chacun va trouver ses mots. Mais ce qui est intéressant en termes de communication, c'est que les gens on essaie toujours de ramener ça à notre propre vécu, c'est-à-dire on est obligé parce que oui, non, mais avec nos mots, des images, mais dans les communications, dans les canalisations, on nous dit quelquefois non, ça va pas, c'est du langage humain, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que ça ne passe pas forcément par l'humain. Ouais, je veux dire, nous, on est humains quand même. Oui, tout à fait. Non, mais tu parlais du fait de partir. Ouais. Je veux dire, bon, là on parlait effectivement des âmes qui ont un souci parce qu'elles restent là pour voilà. Bon, moi j'ai effectivement plus souvent des contacts avec des entités qui envoient de l'information, en fait, qui sont en termes de communication. Parce que moi, je suis Est-ce qu'elles ont le droit d'envoyer l'information ? Parce qu'il y a ça aussi. Alors, il y a plein de choses. Parce qu'on nous donne des informations qui sont... Bon, il faut savoir que si on reçoit des informations, c'est parce que ça fait partie de notre mandat aussi, quelque part. Moi, je sais pourquoi je suis là, et ça va bien simplifier la vie du jour où j'ai compris pourquoi j'étais là. Et puis, il y a des choses aussi dont on nous dit qu'elles sont possibles, qu'on peut transmettre. Il y a des choses qu'on nous donne à titre individuel, on nous dit c'est pas le moment parce que les gens pourront pas comprendre ou ne pourront pas parce que il y a des niveaux d'évolution. D'où l'évolution dont tout le monde parle dans votre univers, c'est on est en train d'évoluer, la société évolue, etc. Donc c'est ça. Donc voilà, donc on va peut-être plus comprendre dans les années qui viennent, quoi. On parlait tout à l'heure justement pour revenir à mon livre sur le karma et les vies antérieures. Il y a une chose qui est flagrante que j'ai remarquée depuis des années. Bon, j'ai commencé, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Quand j'ai commencé, c'était plus de la voyance. J'ai commencé à faire de la voyance que j'ai appelée karmique, donc où je rentrais dans les vies antérieures des personnes pour voir un petit peu ce qui s'était passé, pour leur permettre d'évoluer. Et j'ai remarqué une chose qui est très importante, c'est que les gens qui me questionnaient ou qui venaient vers moi pour des questions karmiques ou de vies antérieures ne venaient pas vers moi pour de la voyance. La voyance, ça ne les intéressait absolument pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est vraiment dans un processus d'élévation spirituelle. Mais c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde. En fait, c'est
si tu sais d'où tu viens, qui tu es, qui tu as été, tu peux peut-être plus comprendre l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Exactement. Tout ça, encore une fois, pour les plus sceptiques, nous, on met un point d'interrogation. Hein. On a un champ. Je le dis, BTLV n'est pas une chapelle où on vient prier, c'est un endroit où on vient se questionner. Mais il est important que nous nous questionnions, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous recevoir, parce que, encore une fois, il ne faut pas heurter ceux qui sont plus rationalistes que les rationnels, mais en tout cas, nous, on s'octroie le droit de se poser ces questions. C'est pour ça qu'il faut être très clair aussi sur ce qu'on appelle la spiritualité. Hein, je veux dire, parce que bon, effectivement, c'est un terme qui a été très dévoyé pendant longtemps. Il marche comme ça, en plus. Oui, tout à fait. Et je dirais, dont se sont emparés plein de gens depuis très longtemps, d'autres se sont emparés plein de courants spirituels depuis longtemps. On les citera pas, mais voilà. Moi, ce dont je parle, c'est une spiritualité qui n'est pas une spiritualité accrochée à un dogme ou à des principes, ou à des interdits ou des choses comme ça. Là, moi, je suis dans une dynamique qui est effectivement, on parle de l'énergie, on parle de la lumière, on parle de ces choses. Et moi, je parle de tout ce dont on a la possibilité d'approcher tous. C'est-à-dire qu'on a tous ces possibilités-là. On a tous ces possibilités. Moi, je travaille sur les potentiels en expliquant aux gens qu'ils ont tous la capacité de. Je veux dire, après, on a envie, on n'a pas, on se donne des moyens, on se fait accompagner. Et puis, peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que. Alors, ce qui fait que, quelquefois, on parle à des gens qui vont comprendre parce qu'ils sont prêts. Puis quelquefois, on a plein de gens qui ne sont pas comprendre. On va semer des graines et puis ça viendra quand ça viendra. Alors, Jean-Didier, tu as fait de la chasse aux fantômes. Alors, c'est un beau galvaudé, hein, nous on appelle trac. Mais, bon, parce qu'il faut bien mettre des mots. Encore une fois, on est humain. Voilà. Il y a des lieux chargés. La preuve en est, la pépite que nous avons montée cette semaine, qui est à votre disposition, extrait d'une émission que nous avions réalisée, une table ronde avec bon nombre d'invités qui parlaient justement de ces lieux chargés. Et on en parlera tout à l'heure, parce que ça parle aussi de l'âme et de ce qui reste coincé. Regardez. Très heureux de vous retrouver sur BTLV pour une nouvelle table ronde consacrée cette fois aux lieux maudits. Pour toi, qu'est-ce qu'un lieu maudit et est-ce qu'il y a vraiment des lieux maudits? Il y a des lieux comme par exemple le phare de Thévenec, là on est aussi en Bretagne, où là aussi le lieu est dit maudit. Il y a le château hanté par exemple de Fougeray. Ça, ce sont des lieux effectivement qui sont chargés d'histoire où se déroulent éventuellement des phénomènes qui sont pour l'instant en tout cas inexpliqués. Il t'est arrivé d'avoir un peu les chocottes dans un endroit, de te dire tiens là je suis pas forcément le bienvenu, je suis pas très à l'aise? Oui, il y a des endroits effectivement où quand on a entendu pas mal d'histoires, on se sent pas forcément à l'aise. Par exemple, le village d'Uruf qui se situe en Meurthe-et-Moselle, là où il y a eu des cas de combustion spontanée, c'est une vieille femme qui dans les années 70 qu'on a retrouvée totalement calcinée, enfin presque totalement calcinée, il restait juste une jambe ou deux, je crois, enfin c'était assez hallucinant. En même temps, il y avait une histoire de meurtre par un prêtre dans les années 60, enfin c'est un village particulièrement glauque. Quand on y va et qu'on croise quelques personnes pour essayer de poser des questions et qu'on sent qu'on n'est pas le bienvenu, c'est un peu le village maudit, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Voilà, là encore, c'est réservé aux abonnés. Vous pouvez y avoir accès. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas. BTLV ne vit que par votre contribution. Pas de pub ici. On ne veut pas être inféodé à la publicité. On a une liberté rédactionnelle sans précédent et ça nous permet d'aborder les sujets comme celui de ce soir sans aucune pression. Je voudrais saluer beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On a Abibou, on a Bruno, on a Katigé, on a Lila, rien que sur YouTube. En Année, on a Cédric, on a Annelle, on a Jérôme, on a Zahir, on a beaucoup de monde. Thibaut, on a Olivier, on a Gilles, Zahir, Aurélien, enfin beaucoup. Donc les pouces bien sûr en l'air, c'est sympa, et partagez sur Facebook. Là on a fait que YouTube. Les réseaux sociaux justement, sur le sujet. Analogue, je me dis que si on choisissait notre incarnation, j'aurais choisi une meilleure gueule que la mienne. Alors, c'est important ce qu'il dit, parce que physiquement, il y a quand même des gens qui sont bien nés. Par exemple, tu vois, je vois Charlize Theron, tu vois, par exemple. Charlize Theron, elle est bien née, tu vois, quand tu la vois sortir de l'eau dans la pub Dior, tu te dis, elle est bien née. Et puis, force est de constater que dans la rue, il n'y a pas que des Charlize Theron, tu vois, comme il n'y a pas que des Brad Pitt. D'un autre côté, heureusement, parce que ça permet la diversité. C'est plus sympa d'avoir la gueule de Charlize Theron, tu vois. Oui, mais elle a peut-être, d'autres personnes ont d'autres atouts et d'autres possibilités. Enfin, quand tu arrives dans un bar, c'est pas les autres atouts que tu regardes, hein, Jean-Didier. Donc voilà. Oui, mais parce que tu es un petit peu trop axé sur le physique. Non, mais en même temps, elle te le met tellement dans la tête. Qu'est-ce que tu en fais aussi? Qu'est-ce que tu en fais aussi? C'est comme l'histoire. Moi, je vais savoir quoi. Non, mais attends, je veux dire que quand tu as cet avantage-là, éventuellement, c'est comme les gens qui vont par exemple gagner beaucoup d'argent. Croyez-moi, c'est dur d'être beau. Hein. Toi, t'es content, ton
incarnation. Moi, je suis heureux de mon incarnation. Ah, mais moi, je me marre. Ma vie est un bonheur. Donc voilà, je m'amuse. Après, il y a tout ce qu'on voit pas. Charlize Theron, quand elle se lève le matin, je veux dire, elle n'est pas maquillée, elle sort pas d'un bain doré et que machin. Et dans la rue, tu la reconnaîtrais pas. Tu vois, je veux dire. Donc, à un moment donné, c'est comme les gens qui gagnent énormément d'argent et qui ont une vie derrière personnelle. Ouais, mais de toute façon, l'argent fait pas le bonheur, la beauté non plus. On voit des gens qui sont seuls, il y a des gens qui... ça a été compliqué, elle s'est fait plaquer au bout de 7 mois, trompée par Sean Penn au bout de 7 mois. Donc, tu vois, elle a souffert aussi. Enfin, tu vois, c'est pas le problème. Non, mais je plaisante avec ça, mais effectivement, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Mais on en revient encore une fois à l'expérimentation. C'est-à-dire que comment est-ce que tu dois pas développer... Et on le voit d'ailleurs avec les gens qui sont aveugles, qui développent un sens plus important. C'est-à-dire que tout est épreuve, en fait, finalement. C'est ça. Complètement. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Par exemple, effectivement, une personne qui va naître aveugle, elle va développer un autre sens. Par exemple, une personne qui va pas avoir la possibilité d'utiliser ses mains, elle va faire des choses fantastiques avec ses pieds. Ils font du dessin, ils arrivent à manger, à faire tout un tas de choses. En fin de compte, on compense aussi d'une certaine façon. Et puis, là aussi, il faut pas oublier que toutes ces personnes, tout ce qu'elles vivent, c'est elles qui ont choisi de le vivre, ça. C'est une épreuve qu'elles s'infligent, entre guillemets. À savoir, est-ce que c'est une épreuve ou pas, ou c'est quelque chose qui leur permet d'avancer spirituellement. Je pense qu'il y a une part des deux. Alors là, je vais te poser une question, Bernard, où je dis souvent, c'est compliqué, moi, ce rapport que j'ai avec l'âme. Pourquoi? Parce que si on dissocie l'âme du corps physique et de l'humain, l'âme, elle souffre pas. Elle vient expérimenter, mais l'esprit qui fait prendre conscience que toi, t'en chies dans un fauteuil roulant et que tu ne peux pas parler. Alors, c'est très simple. Ouais, mais j'ai besoin de savoir, parce que là, je me dis, donc l'âme, elle en a rien à foutre de nous. C'est-à-dire qu'elle vient, elle prend un corps... Mais pas du tout. moi Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a, d'une part, l'âme, avec sa dynamique, sa trajectoire et son mandat d'incarnation, et puis il y a ces outils dans le monde matériel. Et les outils de l'âme dans le monde matériel, c'est quoi? C'est notre corps physique, c'est le mental, c'est l'intellectuel, c'est l'ego. Toutes ces choses qui ne sont que des outils. Je veux dire que l'individu, il n'est pas... Je veux dire, l'identité de l'individu, c'est pas ses pensées. C'est pas ses pensées. On a un corps, il souffre. Bien sûr, bien sûr. Tu sens la souffrance quand même. Oui, mais il souffre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de souffrir? On parle de la souffrance et des douleurs. Mais en fait, si effectivement ce sont des enseignements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit que ce sont des choses négatives. On parlait tout à l'heure de gens qui disparaissent, de gens qui meurent, toutes ces choses-là. Quand est-ce que c'est négatif? C'est négatif à partir du moment où on ne tire pas d'enseignement, où il n'y a pas de sens, et où on dit effectivement que ça rime à rien. Mais à partir du moment où tu comprends quel sens il y a, à partir du moment où donc ça devient un enseignement, et du coup, ça ne devient pas moins terrible d'avoir perdu quelqu'un, mais du coup, ça permet de relativiser et de comprendre que c'est dans sa trajectoire, on parlait du Père Brune tout à l'heure, c'est dans sa trajectoire, et dans sa trajectoire, il a été au bout de quelque chose, il a assumé. Après, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'intervalle où, effectivement, il va passer dans le monde spirituel? Il va y avoir un bilan qui va être fait, et on va faire un point, on va voir comment ça se passe, et puis, au bout il va continuer à recevoir un enseignement, et puis ensuite, à un moment donné, on dira, peut-être qu'effectivement, c'est le moment d'aller refaire une expérience. Alors, ici ou ailleurs, mais ça, on verra, hein, et puis, ça continue par rapport à son évolution. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut repasser le bac, quoi. Donc voilà, c'est ça, on retourne à l'école, etc., les images, etc. Mais non, c'est que du bénéfice, parce qu'on se rapproche de la lumière. Hein. Ouais, c'est vrai. On pense à nous, effectivement, personnellement, il y a notre ego qui joue un rôle important par rapport à ça, mais notre incarnation, elle n'est pas faite que pour nous. Elle est faite aussi pour les gens qui nous entourent. Ouais, mais il faut avoir une super ouverture d'esprit, c'est-à-dire comprendre que ta maladie, par exemple, ou ta tétraplégie, ton handicap... les parents ont des choses à comprendre aussi par rapport à ça. Regarde le nombre de personnes qui, suite à des maladies importantes, vont créer des associations pour une maladie en particulier, pour récolter des dons, des choses comme ça, ou des personnes qui deviennent médiums parce qu'ils ont perdu un enfant très jeune et qui sont rentrés en contact avec eux et qui écrivent des bouquins pour expliquer ce qu'est la médiumnité, et comment on rentre en contact avec eux, comment on fait l'écriture automatique. Il y a tout un tas d'exemples par rapport à ça. Et sorti de cette souffrance, il y a une évolution spirituelle qui continue quand même et qui ne concerne pas que la personne en tant que telle. Ça concerne aussi l'environnement et les personnes qui les touchent de près. On va recevoir dans un instant un journaliste, chercheur, Jocelyn Morisson, que vous connaissez, qui sera aux rencontres du mystère et de l'y expliquer. 31 mai, 1er 2 juin, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Mais avant Jocelyn, les réseaux sociaux, François.
avec Thibaut qui dit il y a forcément des cas de réincarnation, des gens ont des souvenirs d'anciennes vies. Oui. D'accord, oui, on a l'exemple ici ou là, il y a eu même des émissions qui ont été faites sur des témoignages assez troublants, Pascal effectivement. Lafargue. Oui, ben voilà, et puis voilà, c'est beaucoup d'émissions sur BTLV. Elle sera comme tous les mois bientôt sur BTLV encore une fois, elle nous raconte des enquêtes qu'elle fait, c'est juste hallucinant, donc voilà. Et les questions sur les animaux. Et la réincarnation animale, peut-on revenir en tant qu'animal? Moi, je suis revenu en tant qu'étalon, moi. C'était énorme. Hein, donc. Et aussi, une question qui va avec, tout vivant a une âme, les arbres, les chevaux, les singes ont-ils une âme? Alors, là, sur les animaux, parce que c'est effectivement, souvent, on prend de plus en plus conscience de la conscience du monde animal. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que le chat, le chien, la tortue se réincarne? Ah bah, de toute façon, ce sont toutes les entités vivantes ont une âme. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec les gens, par exemple, qui font de la communication animale. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui entrent effectivement en communication avec l'âme de l'animal. Et moi, j'ai un exemple effectivement d'une dame qui est d'une vieille dame à qui on avait donné un jeune chien. Et le chien, ça allait pas bien tout ça. Donc la personne, sa fille a appelé. Elle fait venir quelqu'un qui fait de la communication animale, et elle a communiqué avec l'âme de cet chien. Le chien lui dit, c'est pas possible, avec la vieille personne, elle est gentille, elle est adorable, mais à un moment donné, moi j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'un chat, donc on a trouvé quelqu'un d'autre pour faire comme ça. Et ça existe, les gens qui font ça. La vieille oreille de coq, mais la fille, elle était au taquet. Mais attends, il y a des gens qui font ça avec toutes sortes d'animaux. Moi j'ai écrit un livre sur les animaux guérisseurs à un moment donné, et c'est pareil, je veux dire, ils ont un pouvoir de communication. Et les plantes, c'est pareil, les plantes, il y a plein d'exemples qui ont été faits, par exemple, avec l'effet Kirlian sur les plantes, sur le fait que tu vas brûler la feuille d'une plante, il y a une émission vibratoire différente qui démontre qu'elle souffre. Donc, on a fait des progrès énormes justement sur les végétaux. Donc on a mis des capteurs, des encéphalogrammes sur des plantes, on leur fait écouter la musique, l'encéphalo bouge. Mais pourquoi c'est très simple, c'est parce que toutes ces choses-là, alors on parle des entités vivantes, mais même tout ce qui nous entoure, c'est toute la même énergie avec des formulations différentes. Avec des formulations différentes. On dit les gens qui font bouger les objets, par exemple. Simplement parce que l'objet, il a un taux vibratoire, toi, tu as un taux vibratoire. Si tu te rapproches du taux vibratoire de l'objet, tu le fais dégager. C'est aussi simple que ça. Mais il risque qu'on se réincarne en carotte ou en marbre. Oui, alors les véganes, c'est un compliqué. En concombre. Le mec, il a pris les talons en concombre. Il y a Michel Serrault qui avait écrit le cri de la carotte. Il a écrit un livre autour de ça. C'est vrai. Mais il y a un film, d'ailleurs, je crois que c'est dans Love Actually, où justement, il y a une femme qui ne mange pas de végétaux et qui n'arrête pas de dire la carotte, elle souffre, machin, quand on la mange, quand on l'arrache, etc. Donc c'est un très joli moment. Je le disais, Jocelyn Morisson est avec nous. Salut Jocelyn. Oui, salut Bob, bonsoir à tous. Ravi de t'accueillir sur BTLV. Tu as peut-être entendu le début de l'émission sur cette âme avec cette question. L'âme choisit son incarnation. Y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Sur les réseaux sociaux, c'est assez partagé. On voit qu'il y a des gens qui se posent des questions, tout comme on se les pose ici sur BTLV. Toi, ça fait longtemps que tu travailles sur ces sujets en tant que journaliste. Donc, tu as ce côté rationnel. Il faut des faits, il faut chercher, il faut trouver de quoi nous faire avancer. T'en es où sur ce chemin et sur cette question? Bah, moi, je souscris globalement à ce qui a été dit. Si tu veux, la première chose, c'est d'être d'accord sur l'existence de l'âme. Bon, moi, je suis assez féru, comme tu le sais, de l'œuvre de Jung, et je pense que Jung a démontré, enfin, il a passé sa vie à démontrer la réalité de l'âme. Hein. C'est d'ailleurs le titre de sa biographie par Michel Cazenave, du premier tome, quoi. Donc, il a fait entrer cette idée, il a fait revenir cette idée dans la modernité, même si tout le monde est pas forcément d'accord avec lui. L'âme, c'est devenu dans l'Occident moderne, c'est devenu la psyché. Hein, et la psyché, c'est donc ça vient du grec psyché, qui voulait dire âme. Et il y a deux parties, quoi. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Et ça correspond à ce qu'on a dans les grandes traditions spirituelles, notamment dans l'hindouisme, qui distinguait deux parts de l'âme, dans ce qu'ils appelaient Atman. Donc l'Atman, il y a cette part intemporelle, éternelle, divine. Et puis il y avait ce qu'ils appelaient Jivatman, qui est l'âme incarnée, individualisée. Donc ça correspond à la part inconsciente et la part consciente de la psyché. Alors moi, je voudrais juste apporter une petite nuance, si tu veux, par rapport à ce qui a été dit. C'est que peut-être que l'âme, donc si on est déjà d'accord sur son existence, elle choisit son incarnation, soit, mais il y a aussi, à mon avis, quand même, un caractère obligatoire, quoi. C'est-à-dire que ça, tu l'as dans l'hindouisme noir sur blanc, hein, dans les Upanishads, c'est-à-dire que l'âme est obligée de revenir.
tant qu'elle n'a pas justement complété suffisamment de cycles d'incarnation pour se libérer de l'illusion, de la maya, etc. Donc il y a un caractère quand même obligatoire. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on choisit, dans quelle mesure est-ce qu'il y a contrainte, à mon avis, tu vois, c'est un équilibre subtil entre les deux. Et on peut retrouver la même idée chez les gens qui font une expérience de mort imminente, qui ont à la fois le choix de revenir, mais en même temps on leur dit, si tu reviens, il va se passer ci, il va se passer ça, si tu reviens pas, voilà, tu pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc on est quand même guidé, quoi. Il y a cette, à mon avis, un équilibre subtil entre le choix, effectivement, de revenir et puis une espèce d'obligation. C'est très important et très intéressant ce que dit Jocelyn, parce que effectivement, est-ce que vous, dans votre expérience, finalement, ce que dit Jocelyn, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit expérimenter. C'est-à-dire qu'il y a des moments, même si tu n'as pas envie de t'y coller, il va falloir y aller, quoi. En gros, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des choses que l'on doit... Voilà, il y a un cursus d'âme pour qu'on rejoigne peut-être une source divine, ou je ne sais pas ce qu'on rejoint, mais est-ce qu'il y a des choses obligatoirement expérimentées? Est-ce que tout le monde expérimente tout, d'après vous? Moi, personnellement, dans ce que je vis et les contacts que je peux avoir, ce à quoi j'ai accès, c'est le fait que la question du retour. La question du retour, je ferai une petite nuance là aussi sur l'histoire de la notion de devoir ou de l'obligation. Dans ce sens où ce qui est évoqué le plus fréquemment et de manière pérenne, en fait, c'est quelque chose qui se passe entre l'entité et un conseil d'âme, de vieilles âmes et toutes ces choses-là. À un moment donné, on fait un peu le bilan de tous les enseignements reçus dans c'est-à-dire que plus on vieillit, finalement, voilà, et moins on a un chier, quoi, en fait. Et à un moment donné, pour pouvoir continuer à évoluer, on arrive à un stade où, effectivement, il faut repasser par la case, effectivement, incarnation, en fait, repasser par le fait de vivre des choses dans le monde matériel qui, là, vont permettre, au travers des épreuves à vivre, d'apurer un certain nombre de choses, de dépasser, de continuer à évoluer, et puis de se donner les moyens de... Voilà, et jusqu'à ce que, effectivement, on reperde à nouveau cette enveloppe corporelle et qu'on reparte, effectivement, dans une suite. Jean-Didier? Oui, moi je suis d'accord. J'ai un petit peu de mal avec le terme obligation, parce que obligation, c'est un peu rude comme façon de faire. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose, effectivement, qu'on nous soumet, qu'on nous propose, et qu'il y a un petit peu un conciliabule où on dit, voilà, sur l'évolution personnelle. C'est ce qu'appelait Jocelyn le guide, c'est-à-dire qu'en fait on est guidé peut-être. Voilà, c'est plutôt, je préfère le terme de guide que d'obligation. La notion d'obligation, on la trouve effectivement dans tous les courants spirituels institutionnalisés, dans les religions, effectivement. Où là, très souvent, on a un peu des dictats, en fait, hein, qui rentrent dans la phraséologie, dans le dogme, dans les écrits, dans toutes ces choses-là, en disant effectivement ça se passe comme ça et vous n'avez pas vraiment le choix, effectivement il faut retourner. D'accord. Moi j'aurais tendance à être un peu distancié par rapport à ça. Voilà. Pareil. Jocelyn, est-ce que on travaille tous avec Philippe Guimont, toi plus que moi encore, moi j'ai eu l'occasion de le recevoir. On parle souvent de libre arbitre. Est-ce que quand finalement on choisit une incarnation, même si on est guidé, les uns n'aiment pas forcément le mot obligation, etc. Je pense que effectivement on peut peut-être être guidé sur de la réincarnation, sur notre retour. Et une fois qu'on est guidé, une fois qu'on a choisi de se réincarner, si tant est qu'encore une fois ce soit validé et qu'on choisisse réellement notre incarnation, la part du libre arbitre, elle est importante, elle existe véritablement, ou alors finalement tout est écrit et c'est advienne que pourra, tu prends l'autoroute ou tu prends les chemins de traverse, mais il y a un but. Eh ben, écoute, encore une fois, dans les traditions, et puis je parlais de l'hindouisme, mais on peut retrouver ça aussi dans la théosophie, par exemple, qui a modernisé un petit peu tout ça. Il y a quand même l'idée que on nous propose une espèce de plan général de l'incarnation qui correspond à notre besoin effectivement d'évolution de l'âme, comme ça a été dit sur ton plateau. Ça c'est tout à fait juste. Et à mon avis, après la part de libre arbitre, c'est de se conformer plus ou moins à ce plan qui a été prédéfini pour nous. Donc il y a des grandes étapes par lesquelles on va devoir passer. A priori, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas dans les textes, etc. Mais nous, on a la capacité à se rapprocher de ce qu'on appelle le soi, donc dans la psychologie jungienne, en étant à l'écoute de ses rêves, en étant à l'écoute des synchronicités, ce genre de choses. Et notre libre arbitre, c'est ça consiste à être à l'écoute de ça, à choisir d'écouter ces messages, ces signes-là, de les interpréter, ou bien de s'en foutre complètement et puis de choisir une autre voie pour se faire plaisir en permanence, etc., être un jouisseur de la vie. Donc le libre arbitre, oui, on a le choix, à mon avis, en permanence de faire le bien ou le mal, et c'est ça justement qui fait la grandeur de l'aventure humaine, hein, je dirais.
est-ce que la psychanalyse, parce que tu parles souvent de Jung, est-ce que la psychanalyse, finalement, elle n'a pas... C'est compliqué à formuler. Elle n'a pas, finalement, essayé d'expliquer quelque chose qui est inexplicable? Bah alors, en tout cas, il y a une grande différence entre Freud et Jung, hein, parce que pour Freud, l'existence de l'âme, je pense pas que c'était quelque chose qu'il reconnaissait. Donc Jung, de ce point de vue-là, était un spiritualiste, quoi, alors que Freud l'était pas, alors qu'il a été, dans un premier temps, occultiste. Il a vite rejeté tout ça pour justement faire entrer ces notions-là dans le champ de la science proprement dit. Alors après, sur la psychanalyse, on peut parler de Françoise Dolto, parce que Françoise Dolto, elle était lacanienne en l'occurrence, mais elle était aussi très profondément chrétienne, et elle disait que les enfants, effectivement, choisissaient leur incarnation, ils choisissaient leur famille, ils choisissaient de venir dans telle circonstance, dans tel pays, etc., à telle époque, mais c'était peut-être un peu une métaphore pour elle, c'était une façon en tout cas de responsabiliser les enfants, si tu veux. Je ne sais pas si elle y croyait véritablement à la lettre, ou bien si c'était dans son travail psychanalytique une façon de dire aux enfants, voilà, tu peux pas dire que t'as pas voulu venir, que tout est de la faute de tes parents, parce qu'on entend ça souvent dans l'éducation, hein, ouais, j'ai pas demandé à vivre, j'ai pas demandé à venir au monde, tout est de votre faute. Donc dans la relation parents-enfants, c'est quelque chose qui est classique. Et Dolto, dans son travail avec les enfants, elle les responsabilisait en leur disant, si tu as choisi, tu es venu dans ces conditions-là parce que ça correspond, justement, elle disait, à ton schéma d'évolution, à ce genre de choses. Elle souscrivait à ce genre de plan. C'est quand même énorme quand on voit quand même ce que Dolto, le travail qu'elle a fait, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est une métaphore, mais elle le disait, et donc c'est très important. C'est intéressant, parce que ce qui est intéressant, moi, ce que j'essaie de soulever dans le deuxième ouvrage, là, c'était qu'effectivement, ce qui est fondamental, c'est le moment, à partir du moment où on a déterminé, où il a été déterminé qu'il va y avoir un mandat, ce qu'on appelle un mandat d'incarnation, hein, bon, à partir de là, se pose la question de dire où, quand, comment, quel corps, quelle famille. Ouais. Et là, c'est pas quelque chose qui est arbitraire. Je veux dire, là, il y a des options qui sont offertes. On nous parle effectivement on montre des lieux. C'est comme si on te projetait différents lieux possibles, différentes familles possibles, différents milieux sociaux possibles qui pourraient venir. Et donc, là, avec les conseillers, va déterminer quel milieu, quelle famille, quel éventuellement va se rapprocher de familles d'âmes, des gens des âmes qu'il a déjà connues, pour avoir un maximum d'éléments pour pouvoir effectivement se rapprocher de son objectif, en fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un livre de Bernard Werber, on l'avait reçu pour cela, qui est sorti il y a 1 an, je crois, où c'est une médium qu'on contacte avec quelqu'un qui est décédé, etc. Et à un moment donné, on lui propose tout un tas de réincarnations. Et il y a, en ce moment, il y a un footballeur professionnel, machin, et je trouve qu'il fait son marché. Et voilà, et je trouvais ça assez amusant de se dire, tiens, alors là, tu vas être pilote de chasse, hein, donc voilà, et là, tu seras professionnel de football, mais il y avait toujours une contrepartie, etc. Donc ça... Surtout qu'il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'à un moment donné, donc, il y a un certain nombre de choix qui sont faits, qui sont potentiellement utilisables. Mais il faut savoir aussi qu'à certains moments, l'âme, pour pouvoir assumer son mandat d'incarnation, quelquefois fait des choix qu'elle ne pourra pas assumer. Parce qu'elle a vu trop haut, elle a vu dans un milieu qui n'était pas le bon et toutes ces choses-là. Et là, ça donne effectivement des choses encore plus compliquées. Des gens qui sont à côté de leur pompe, qui sont pas bien avec leur famille, qui sont pas bien en phase avec leur milieu, etc. On en voit tous les jours, hein, des choses comme ça. Dans un instant, je reposerai une question à Jocelyn. Tu restes avec nous, bien sûr, parce que j'ai une question sur les nouvelles âmes. Avant cela, les réseaux sociaux, François. Oui, avec analogue, vieille âme, jeune âme, toutes les âmes n'ont peut-être pas le même âge. Sinon, d'où naissent les âmes? Alors, ça, c'est la question que je voulais poser. On y reviendra dans un instant. Je la poserai à Jocelyn, puis à Jocelyn, je vous la poserai aussi à vous. Jim Corp, l'âme choisit son incarnation. C'est une question. On ne peut pas vraiment s'avancer tant que l'on n'a pas passé la barrière. Il n'y a que des suppositions. Non, mais c'est faux ce qu'il dit. Parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas, quand on revient, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, la plupart du temps, donc on ne le saura jamais. Donc, et même si tu l'apprends une fois que tu es passé de l'autre côté, tu reviens vierge de tout souvenir. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc, il y a Jonathan qui demande, techniquement, nous n'avons aucune obligation de nous réincarner? Alors, techniquement, est-ce qu'on a une obligation? Visiblement, Jocelyn disait qu'on avait un chemin, et tant qu'on n'avait pas atteint un certain niveau finalement de sagesse, de maturité vibratoire peut-être. Voilà. De toute façon, c'est que de l'énergie. On est tous que de l'énergie, on est tous que de la lumière. Il y a des recherches scientifiques qui disent aujourd'hui qu'effectivement, dans les milliards de cellules qu'il y a
dans chacune des milliards de cellules qu'il y a dans ton corps, il y a la même énergie que dans tout le cosmos. En fait. Surtout, il y a le Big Bang, hein, c'est-à-dire qu'en fait, donc tu as tout l'enseignement dans chacune de tes cellules, tu as tout l'enseignement. Donc après, c'est s'ouvrir à ses potentiels. C'est pour ça que moi, j'aime assez l'idée que nous soyons Dieu. Enfin, Dieu, on l'appelle comme on veut. Hein, voyez ce que... Voilà, parce qu'on est fatalement tous une petite étincelle de tout cela. Mais tous les textes, moi j'ai beaucoup travaillé sur les civilisations et sur les grands courants spirituels. Tous les textes le disent. Quand une religion te dit que tu es le fils de Dieu, t'es quoi? Moi, je suis pas certain de ne pas être le père. Hein, vraiment de Dieu. Jocelyn, je reviens à toi. On a parlé, il y a quelqu'un qui a soulevé la question. Les âmes, elles naissent où? On est 7,5 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Dans 30 ans, on sera 11 milliards, je crois. C'est juste hallucinant. La démographie est en explosion et en plein boom sur la planète. Est-ce que tu as pensé à ces nouvelles âmes? Parce que les gens te disent, ok, ceux qui sont nés il y a 3 siècles se réincarnent, mais les nouvelles personnes, elles viennent d'où? Alors là, c'est un grand mystère. Je veux dire, c'est très spéculatif. Je sais même pas exactement ce que disent les traditions là-dessus. Je sais que dans pas mal de traditions, on dit que de toute façon, on peut s'incarner dans tout un tas de mondes possibles. Donc, on peut vivre des vies peut-être ici sur Terre et puis vivre d'autres vies ailleurs, dans d'autres univers, sur d'autres planètes ou je sais pas quoi. On peut vivre à différentes époques. Moi, j'aime bien l'idée qu'on ait en fait des incarnations qui soient simultanées, parce qu'il faut bien voir que la notion de temps, même dans la physique moderne, c'est quelque chose qui relève de l'illusion. Donc, on peut très bien envisager qu'on a toutes nos vies en fait simultanées, qu'on vit dans différentes incarnations en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, d'où viennent les nouvelles âmes, j'en sais rien. C'est sûr que on peut imaginer que des gens qui arrivent avec des talents, des enfants prodiges, etc., ce sont des gens qui ont déjà plein d'incarnations, qui sont des vieilles âmes, comme on dit. Pourquoi pas? Après, moi, je me méfie un petit peu de ça aussi, parce que je vois passer pas mal de choses où on voit des enfants qui jouent du piano à 4 ans comme des prodiges. C'est aussi quasiment de la maltraitance, je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est des gamins qui sont forcés à travailler le piano 10 heures par jour. Donc bon, attention, méfions-nous des prodiges. Je ne sais pas d'où viennent les nouvelles âmes, et s'il y a vraiment des nouvelles âmes qui viennent, c'est difficile à dire. Là, pour le coup, il faut être voilà, quelqu'un qui fait du voyage astral ou qui fait de la régression hypnotique ou j'en sais rien pour avoir des informations comme ça. J'ai pas vraiment de lumière là-dessus. Alors Bob, si tu permets, je voudrais quand même te raconter une anecdote, parce que dans le livre de Eben Alexander, qui est son dernier livre, La voyage d'un neurochirurgien aux confins de la conscience, il raconte que Raymond Moody lui a livré une anecdote. Alors je sais pas si tes auditeurs le savent, mais Raymond Moody, il a adopté un enfant qui est né en Chine, et cet enfant, quand il a eu 2 ans, il s'est mis à lui raconter il s'est mis à la raconter à ses parents qu'il savait qu'il venait d'une famille chinoise, et surtout il leur a raconté un épisode où il dit qu'il les a vus, en fait, Raymond et sa femme, il les a vus quand lui était dans un arbre et que eux étaient sur une couverture étendue sur l'herbe, en train de parler, etc., tout à fait gentiment. Et il leur a décrit la scène avec pas mal de détails. Et en fait, ça correspondait à la scène où Raymond et son épouse avaient parlé pour la première fois de leur projet d'adopter un enfant. Et c'était 2 ans avant qu'ils fassent l'adoption. Donc tu vois, ça effectivement, ça corrobore l'idée que l'enfant choisit son incarnation, choisit l'endroit où il va venir. Et dans notre prochain livre avec Romuald Le Terrier, dont on parlera, j'espère, bientôt chez toi, il raconte un épisode un peu du même style aussi, où il a rêvé en fait de la venue de son fils. Alors bien sûr qu'on parlera de votre bouquin avec Romuald, d'autant que tous les deux vous serez aux prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué 6 à Marignane. On aura l'occasion d'y revenir. Je rappelle que Raymond Moody a donné son accord pour revenir sur BTLV. On aura très prochainement l'occasion de la voir. Il faut juste qu'il se dote d'un ordinateur. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on avait programmé le duplex, mais il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était un peu compliqué avec Raymond Moody, mais qui est un personnage délicieux. À noter qu'on aura Neil Donald Walsch également, puisqu'on est partenaire de sa venue. Ce sera le 20 juin au Grand Rex, et Neil Donald Walsch sera également invité sur BTLV. Je vais vous poser la question toutes les deux, celle que j'ai posée à Jocelyn. Les nouvelles âmes, elles viennent d'où? Alors, moi, par rapport à mon expérience personnelle sur la réincarnation, le karma, la recherche des vies antérieures, je me suis aperçu, un petit peu comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une
possibilité, à certains moments, pour certaines âmes, un petit peu de se dupliquer ou d'avoir une certaine partie de leur âme qui va autre part et qui prend une autre forme. D'où les âmes jumelles, des choses comme ça, c'est ça? Voilà. Donc, il y a déjà ce phénomène-là qui est pas négligeable parce que ça représente aussi une bonne partie de certaines choses. Et puis après, effectivement, le reste, ça, on n'a pas de réponse concrète et c'est un peu le mystère. Parce qu'on peut imaginer, là, c'est de la pure spéculation, qu'il y ait une source lumineuse, une source d'énergie, et qu'elle se déploie, et qu'elle se démultiplie à l'infini, c'est ça? On nous parle d'un jaillissement d'énergie, effectivement. On nous parle d'un jaillissement d'énergie, et effectivement, qu'à un moment donné, alors tout à l'heure, il a été évoqué l'histoire d'autres univers, d'autres mondes. Il faut bien savoir qu'à partir du moment où on ouvre le spectre, là, tu parlais des 7 milliards et demi d'entités, mais c'est peanuts par rapport à... Voilà, parce qu'il y a des univers, on nous parle d'univers. Le monde terrestre, c'est génial à côté, parce qu'on peut faire plein de choses. Il y a des endroits où on peut faire une chose, quoi. Je veux dire, et donc, du coup, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire qu'en termes d'entité, il n'y a pas de... Si c'est qu'une chose bien précise qui me plaît... Non, ça n'est pas ça. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pléthore, parce qu'on peut se poser la question en disant, s'il y a sans cesse des nouvelles âmes qui viennent, et que celles qui étaient là, de toute façon, continuent à se réincarner, à un moment donné, ça devient exponentiel, et il ne peut pas y avoir... Bon, maintenant, après, il y a aussi un équilibrage. Je veux dire, bon, quand il y a effectivement des grandes catastrophes, quand il y a des grandes choses qui sont des extinctions ou des choses comme ça, et on pourra peut-être parler de la mutation qu'on est en train de vivre, qui est une fin de civilisation, une fin d'ère, une fin de monde aussi. Ça sert à quoi tout ça? Toutes ces âmes? Toutes ces âmes, ça sert à quoi? Chacune des âmes, à son niveau, contribue à construire ce monde-là. Je veux dire, le monde matériel dans lequel on est, nous... Mais sur la Terre ou l'univers entier? Aussi l'univers, à partir du moment... Il faut bien savoir que notre âme, on est là dans un corps physique, mais par exemple, quand tu vas dormir, il n'est pas impossible qu'effectivement ton âme aille faire ce qu'elle a à faire autrement. On le voit d'ailleurs dans les toutes premières années, quand une âme effectivement intègre un jeune corps, je veux dire, les toutes premières années, bon, elle passe relativement peu de temps parce qu'il y a plein de choses à faire, à mettre en place. Alors, on va partir immédiatement du côté de la mer. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jean-Charles Granjon, qui est un réalisateur sous-marin. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire des films sous l'eau, des choses absolument incroyables. Il est allé voir le peuple maori pour justement étudier le rapport que ce peuple a avec l'eau, les entités, etc. Regardez extrait. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. 70% de notre planète est recouverte par nos océans. Ils ont des choses à nous dire, ces océans, par la vie qu'ils abritent. C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Charles Granjon. Le peuple maori est marquisien dans la culture ancestrale. L'océan, en fait, c'est le lieu de réincarnation, c'est la source de tout. C'est de là dont viennent donc les ancêtres, et c'est de là, en fait, donc c'est là où partent. Donc les morts, ils sont réincarnés en éléments de la nature. Donc quand ces gens-là, en fait, voient des requins, quand ils entendent le vent, en fait, c'est des messages. Ils captent tout dans l'instant présent, et en fait, ils s'en servent pour donner des directions à leur vie. Voilà, encore une très belle émission à regarder sur BTLV si vous êtes abonné. C'est un personnage extraordinaire, Jean-Charles. Il y a une spiritualité qui se dégage de ce jeune homme, qu'il a trouvé d'ailleurs en étant sous l'eau. Et il y a des anecdotes de dingue quant aux êtres qu'il a rencontrés, parce que son bouquin s'appelle Initiation Pacifique, rencontre avec les êtres de l'eau. C'est juste sublime, c'est sur btlv.fr. Peut-être que François mettra le lien donc sur btlv.fr. Vous arrivez peut-être, soyez les bienvenus. Je rappelle que tous les mercredis, de 19h, 19h15 à 20h30, 20h45, c'est le live BTLV totalement en clair sur Facebook, YouTube. Vous pouvez partager, faire découvrir BTLV qui est devenu en 5 ans le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Donc, très important, partagez et surtout réagissez sur les réseaux sociaux. Cette émission sera visible demain, après-demain, durant les mois qui viennent, et à jamais d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est en clair et c'est important. Dans un instant, on va parler de Fabrice Rec, qui sera à l'honneur la semaine prochaine sur BTLV. Avant, on revient à ce qui nous intéresse ce soir. L'âme choisit son incarnation, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi?
On sait combien d'incarnations on doit avoir. Est-ce que les bouddhistes ont parlé des grandes transitions? Les bouddhistes disent qu'on a 7 vies. Alors, pas d'accord avec les bouddhistes? D'accord avec les bouddhistes ou pas? Parce que 7 vies, c'est pas beaucoup finalement. Non, en fin de compte, je pense qu'on ne peut pas quantifier le nombre de vies. Les bouddhistes ont essayé de le faire par rapport à leur philosophie personnelle, mais je pense qu'on ne peut pas le faire parce que ça dépend aussi de ce qui va se passer dans son incarnation propre. On disait qu'il y avait le libre arbitre tout à l'heure. Et le libre arbitre, il est important aussi de ce qu'on va faire ou pas de la vie qu'on a tracée et qu'on a décidé d'incarner. Bon, il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des choses avec les parents, avec la famille, avec l'environnement, le travail, une relation sentimentale ou des choses qui vont changer certains paramètres de cette incarnation, qui vont faire qu'on va peut-être pas pouvoir aller au bout, en fin de compte, du processus qu'on avait décidé de faire par rapport à cette incarnation. Donc on va être obligé de se réincarner et de revenir pour retravailler sur quelque chose en particulier. Donc ça veut dire que je pense qu'à la base, on n'est pas capable de quantifier et de dire on va avoir 10, 15, 20 incarnations. C'est propre à chacun aussi? Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, moi je pense qu'il y a une chose qui est très simple par rapport aux histoires de réincarnation. Les gens qui se posent la question de savoir s'ils ont été effectivement chez Razad ou Napoléon ou Ramsès II. La problématique, c'est pas ça. C'est que de toute façon, le point où tu en es aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. Donc ce qui est important, c'est effectivement de travailler sur soi et de travailler à développer ses potentiels. C'est que t'as loupé, c'est que t'es avant, quoi, c'est ça. Mais voilà, parce que de toute façon, pourquoi est-ce qu'effectivement c'est gommé? Parce que si tu avais ça, les gens qui, par exemple, commencent à s'intéresser à la réincarnation et commencent à se chauffer la tête avec la réincarnation, ils vivent plus au présent. Mais non, alors ça c'est important. Garder, vivre l'instant présent. C'est fondamental. Ici et maintenant. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que le stade d'évolution où tu en es aujourd'hui, c'est le travail, tous les enseignements qui ont été reçus dans les temps, dans l'univers spirituel et dans des incarnations précédentes. Donc savoir si tu as été, ça sert à rien d'aller chercher parce que la plupart du temps, tu auras plutôt été quelque chose forcément de négatif que très positif. Il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux pas connaître. Hein. Mais c'est aussi pour cela que moi je dis attention. Ayez raison garder, parce que quand on va voir des gens qui vous parlent de vie antérieure, si on commence à vous dire que vous avez été Napoléon ou Ramsès II ou Charles de Gaulle, allez-y, on a, j'imagine, plus l'occasion d'être le commun des mortels. Parce que ça, c'est important. C'est important de préciser qu'effectivement, notamment sur le web et tout ça, il y a tout et n'importe quoi. Et il est important de savoir où on met les pieds et quand on ne sait pas, de se faire accompagner parce que vraiment, ça peut être très dangereux. Moi, il m'est arrivé de travailler avec des gens ici puis de les virer parce que quand on commence à dire vous avez été un dinosaure, machin de ça, je dis calme-toi, ma chérie, tu feras ça chez toi, dans ta maison, mais pas sur BTLV. Jocelyn, que disent les traditions? On parlait des bouddhistes, cette vie, etc. Toi qui as étudié tout cela, en fonction des traditions ancestrales, j'imagine que tout cela change. Alors, je sais pas si les bouddhistes disent qu'on a cette vie. Je suppose que tu as des sources pour affirmer ça. Je suis pas expert du bouddhisme. Ce que je sais, c'est que la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme, justement, c'est que dans le bouddhisme, on n'a pas une âme, en fait, individuée, individualisée. Il y a un continuum de conscience. Et donc, eux, ils parlent de renaissance. Et pas de réincarnation, mais c'est pas une entité individuelle qui se réincarne en fait, qui vit plusieurs vies. Il y a une continuité de conscience, quoi. Donc déjà ça c'est un point important. Après, tout est une question de point de vue. Dans les dialogues avec l'ange, par exemple, il est dit si vous pouviez élever votre point de vue, vous verriez que plusieurs vies, c'est impossible. Parce que la vie est éternelle et indivisible. Donc, tu vois, en fait, il y a une continuité, quoi. Il y a un autre aspect dans l'hindouisme qui est intéressant, c'est que en fait, la personne se rappelle de toutes ses incarnations juste avant la naissance. C'est-à-dire que voilà, elle s'incarne, effectivement, elle choisit l'incarnation, elle choisit le corps de la mère, etc. Elle se développe pendant les 9 mois, il y a les différents corps qui se forment, et juste avant la naissance elle-même, cet individu, cette âme, se souvient de toutes ses incarnations précédentes. Précisément parce que le but, c'est de s'en libérer de tout ça. C'est parce que les incarnations, ça reste dans le monde de l'illusion, dans les spiritualités orientales, je dis dans l'hindouisme et dans le bouddhisme aussi, parce que ça a été repris. C'est un monde d'illusion. Donc on doit se libérer de cette illusion, on doit se libérer de ce qu'on appelle le samsara, la roue du samsara, pour atteindre la lumière, quoi. Donc le nirvana. Donc le but, c'est pas de se réincarner, justement. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que nous, en Occident, on voit la réincarnation comme quelque
quelque chose qui serait une bénédiction, parce qu'on peut revivre, mais en même temps, on n'y croit pas. Et eux, en Orient, ils voient ça comme une malédiction, et pour eux, c'est complètement réel. Même qu'il y a des points de vue, des différences. C'est toujours une question de transfert de conscience. On est bien d'accord. Il y a une pratique, par exemple, dans le bouddhisme qui s'appelle Powa, qui permet effectivement de se préparer au transfert de la conscience au moment de la mort. Et ça passe effectivement où l'âme est censée, où la conscience est censée sortir par la fontanelle justement. Et là, il y a des initiations qui durent des jours et des jours et des jours, et que les gens répètent régulièrement. Et d'ailleurs, on voit des très grands maîtres qui effectivement, eux, à un moment donné, vont se préparer et puis pourront même capables de dire qu'ils vont revenir à tel endroit et toutes ces choses-là. Quoi. Je veux dire, donc c'est impressionnant. impressionnant. C'est que Jocelyn dit qu'il y a une tradition qui dit qu'on se souvient juste avant l'incarnation de ses anciennes vie, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gamins de temps en temps qui se souviennent, comme s'il y avait une mémoire finalement qui n'avait pas été effacée et qu'il y a une résurgence, c'est ça? Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus et qui disaient, par exemple, souvent le soir, les enfants, ils disent « raconte-moi une histoire ». Et là, c'était l'inverse. C'était les parents qui disaient « bah toi, raconte-moi une histoire ». Et en fin de compte, il y a des gens qui ont noté tout un tas de choses que les enfants racontaient et sont allés après sur Internet ou sur des lieux pour vérifier et se sont rendus compte que c'était des choses qui existaient et qui étaient avérées, exact. Là, il y a les travaux de Ian Stevenson qui étaient géniaux là-dessus, je veux dire, sur les 20 cas de réincarnation des jeunes enfants, qu'un enfant qui était dans une famille, qui commençait à parler et qui disait non, moi je m'appelle pas comme ça, j'habite dans tel village et toutes ces choses-là, pas de possibilité de communication, un autre dialecte et toutes ces choses-là. Ian Stevenson avec des spécialistes, ils sont allés, ils ont trouvé la famille, ils ont trouvé le nom, et puis le gamin au départ il dit moi j'ai même enterré un jouet là, à tel endroit, et il trouvait le jouet, quoi. Donc, à un moment donné, alors on peut toujours se poser des questions, dire ça pas, mais à un moment donné, il y a c'est comme quand Moody travaille sur les NDE. À un moment donné, il commence à sortir le truc, et rien qu'aux États-Unis, on trouve des milliers de cas, quoi, d'un seul coup, parce que les gens n'ont jamais parlé, quoi. Alors, François, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on en est? Il est 20h24. Alors, beaucoup d'échanges avec les gens qui sont sur le web, je trouve ça très bien. Alors, c'est un peu difficile à suivre, parce qu'il y en a un qui pose une question, alors je sais pas si la question s'adresse à... T'es en train de dire que t'es largué, quoi, en fait, c'est ça? Ah oui, parce qu'ils se parlent entre eux. Il est complètement... Et là, arrêtez! Ils se parlent entre eux, donc tu vois, j'essaie d'attraper des bouts, et je veux pas les sortir de leur contexte. En tout cas, j'aime beaucoup la question de Cyril, qui demande, alors mon fils qui a choisi d'être notre enfant, est-ce qu'on peut changer? Oui, il y a des moments quand ils arrivent à l'adolescence, je me dis mais pourquoi il nous a choisi? Pourquoi nous? C'est pas les cadeaux d'après Noël. C'est ça. On pose aussi des questions comme Marguerite qui pose, est-ce que les âmes sœurs et les âmes jumelles existent? Alors, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, il nous arrive quand même dans nos vies, moi ça m'est arrivé 2 fois peut-être, d'avoir la sensation de connaître par cœur une personne que je n'avais pas, que je n'avais jamais vue 5 minutes avant. C'est-à-dire que, et dans une soirée, et d'avoir un feeling, mais garçon ou fille d'ailleurs, mais d'une puissance folle. Et j'ai toujours mis ça sur la non-explication, et j'ai appris avec Bételvé qu'il existait ces flammes jumelles, ces âmes jumelles et ces âmes sœurs. Bon, on avait reçu quelqu'un, Estelle Maillard, qui nous avait parlé effectivement d'un livre superbe de son expérience, où effectivement là il y a une connexion qui repose sur rien, d'intellectuel, sur rien de mental, sur rien d'égotique et tout ça, et qui à un moment donné c'est une évidence flagrante, on ne peut rien contre, et même c'est lourd à porter dans plein de cas et toutes ces choses là. Bon, c'est pas je veux dire, c'est pas forcément une question sentimentale, je veux dire, c'est simplement une question de fréquence vibratoire, où là, il y a une connexion, effectivement, il y a un lien quelque part. Et on le retrouve aussi, moi, quand j'avais travaillé sur la transmigration des âmes, où effectivement, on a aussi quelquefois moi, j'ai rencontré, effectivement, une personne aussi, avec qui il s'est passé des choses comme ça, et puis, en cherchant, en étant aidé, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait fait des choses depuis très longtemps. Mais on parlait des enfants tout à l'heure, je veux dire, quand Mozart, je suis d'accord, quand Mozart, il compose à 5 ans, il a peut-être approché la musique avant un peu quand même aussi, quoi, quelque part. Ça paraît inévident. Moi, j'ai pas été musicien, les gars, donc ça n'a rien à voir avec un petit asiatique aujourd'hui qu'on va former à partir de 2 ans sur un clavier. C'est autre chose. Qu'on s'acharne de faire. C'est autre chose. Là, on est dans quelque chose où il y a un apprentissage, il y a une continuité dans l'apprentissage. C'est souvent le cas par rapport à des parents qui ont besoin de révéler certaines choses qu'ils n'ont pas pu révéler, expérimenter ou aboutir eux-mêmes. Des rêves inassouvis, des fantasmes.
tout cas, voilà. Le transfert. Ouais. Le transfert. Alors, je le disais, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais on va vous proposer une émission incroyable. Nous commençons à produire en extérieur de BTLV. Et vous le savez, on a produit quelques documentaires qui sont à votre disposition, et notamment sur le dossier OVNI avec Jocelyn F. Keller, sur l'affaire Valençol, ou encore celle d'Aravilliers. Et puis là, tous les mois, nous avons maintenant Fabrice Rec, qui va à la rencontre des entités qui squattent des lieux. Regardez, c'est la semaine prochaine, une enquête inédite, exclusive à BTLV. Ça fout les chocottes. Donc c'est ici que tout va se jouer ce soir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout ce qui m'attend. Je sais pas du tout comment je vais ressortir de là. Parce que être dans des lieux pareils, c'est toujours impressionnant. Là aussi, il y a plusieurs baraquements. À mon avis, ça devait être des ateliers, des baraquements pour l'armement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là avec moi ici présents? Alors, essayez de me suivre. Alors toi tu dois être une civile parce que vu la voix. Bah s'il y a des entités, des fantômes, des esprits qui sont présents ici, je vous donne rendez-vous ce soir. Vous pouvez regarder cette émission, ce sera en ligne la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous assure, moi j'ai vu l'émission dans son intégralité, ça dure 45 minutes. Vous entendez la voix courir là, mais il y a d'autres choses que Fabrice a captées, c'est juste étonnant. Et puis j'adore son personnage. Et c'est en deux phases. La première, il est en observation. Et la deuxième, il a dit, bon, maintenant, on va changer de braquet. Il va falloir que vous me parliez. J'adore le personnage. C'est Fabrice Rey, il est dorénavant sur BTLV tous les mois. D'ailleurs, la prochaine enquête nous emmènera dans un lieu où des animaux ont été martyrisés, maltraités. Et il essaiera de capter des choses. Donc, c'est uniquement sur btlv.fr. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. L'âme choisit son incarnation, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Jocelyn, on a parlé des âmes jumelles tout à l'heure, des âmes sœurs. C'est un concept que tu as étudié, que tu as analysé, que tu as essayé de comprendre? Oh ben, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée qu'on appartienne à une famille d'âmes. Donc, dans cette famille d'âmes, on peut effectivement avoir des âmes sœurs, des âmes jumelles. J'aime l'idée aussi que, et puis ça revient dans beaucoup de témoignages, hein, dans beaucoup d'analyses, l'idée que les rôles soient interchangeables, en fait, d'une vie à l'autre. Hein. Là, je suis le père de mon enfant, mais dans une vie précédente, voilà, on était dans une autre relation de couple, ou bien les rôles étaient inversés, etc. C'était mon frère, ma sœur. Donc ça, je trouve ça séduisant, vachement intéressant et enrichissant parce qu'effectivement, il y a un accord entre plusieurs âmes au sein d'une même famille, au sein d'un même groupe, pour intervertir les rôles, pour chacun évoluer en fonction de ses besoins. Donc le concept d'âme sœur, d'âme jumelle,
peut faire partie de ça. Hein. C'est complètement séduisant comme idée, j'aime beaucoup. Messieurs, est-ce qu'il peut y avoir un bug? Tu disais tout à l'heure, quand on a surestimé sa capacité d'âme, il peut y avoir le bug. On voit quand même qu'il y a des gens qui sont en souffrance dans les familles. On n'est pas à l'abri de rien, de toute façon. On part tout le temps d'un postulat en se délimitant quelque chose sur lequel on va évoluer. Et on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Il y a des risques que certaines choses n'arrivent pas à se mettre en place, soit par sa famille, soit par effectivement des personnes qui sont autour de nous, ou parce que les rencontres qui devaient se faire ne se font pas, ou qu'elles mettent du temps à se faire, parce que, comme je l'expliquais, je le disais aussi tout à l'heure, notre incarnation, elle ne nous concerne pas que nous, personnellement, ça concerne aussi toutes les personnes qui nous entourent. C'est d'ailleurs ce que disait Jocelyn, c'est-à-dire qu'on peut avoir été le fils de son père, l'amant de sa fille, dans d'autres vies, hein, bien évidemment. Dans mon livre Comprendre son karma et ses vies antérieures, il y a énormément de témoignages dans ce livre où j'explique justement un petit peu ce qui s'est passé entre le fait que d'une vie à une autre, on se retrouve toujours, c'est-à-dire que la réincarnation, elle n'est pas anodine, il y a toujours quelque chose à régler pour soi et avec d'autres personnes. Et puis, il y a toujours aussi cet état qui fait que l'évolution, elle doit être présente. On ne se réincarne pas pour rien. Ça doit être justifié, entre guillemets, quelque part, cette incarnation. Jocelyn parlait de famille d'âme. C'est un concept, ça Oui, tout à fait. Ah oui, de toute façon, ça il y a d'ailleurs dès l'instant où l'individu perd son corps au moment de la mort physique, il va y avoir effectivement un regroupement des âmes et il va y avoir une redistribution, effectivement, pour continuer ce qu'on va appeler un enseignement pendant un certain temps. Hors temps, hein, parce que c'est pas du temps, notre temps humain, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça va se retrouver avec des âmes qui vont être dans les mêmes fréquences vibratoires, dans les mêmes zones en fait. Et du coup, effectivement, il y a des familles. Il va y avoir, il y en a qui vont être plus sur des choses dans la transmission, d'autres dans l'aide, d'autres dans le fait d'éclairer, d'autres dans le fait d'informer. Il y a des moi je donne toute une nomenclature des familles d'âmes où effectivement. On va se retrouver avec des âmes avec lesquelles on va pouvoir communiquer, on va pouvoir avancer, un peu comme quand dans une université, on se retrouve avec des mêmes classes en fonction de la première année, deuxième année, ainsi de suite. Ben, bien évidemment, il n'y a pas d'année, hein, je veux dire, mais ce qui fait qu'à un moment donné, après, au moment de revenir, on va repartir. Alors après, juste une petite chose sur ce qu'on vient de dire par rapport au fait d'assumer ou pas, en voulant... Avec la volonté d'évoluer, l'âme, elle peut effectivement te dire, elle va placer la barre là, trop quelque part. Et à un moment donné, ça va. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va multiplier les galères, ça va multiplier les problématiques avec des choses qui finalement ne vont pas se produire. Donc du coup, voilà quoi. C'est comme l'histoire, quelquefois, des départs d'enfants en bas âge, par exemple, quelque chose comme ça. Alors quelquefois, c'est effectivement un choix déterminé par rapport au mandat d'incarnation de l'âme, par rapport à elle et par rapport à sa famille, mais quelquefois c'est aussi la fin d'une autre incarnation qui n'a pas été menée à bout et toutes ces choses-là. Il peut y avoir plein de choses, il y a une multitude de nuances. C'est terrifiant ce que tu dis, parce que s'il y a vraiment une famille d'âme, c'est-à-dire qu'on a couché avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs. Enfin, c'est la grande part de Non, mais c'est pas la famille, c'est pas la famille au sens, c'est pas la famille au sens humain. Non, mais Jean disait qu'on pouvait être le fils, le père. Oui, parce que les âmes sont assez sexué, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est l'homme, c'est la matière qui nous rend. Mais si c'était prouvé, si on a vraiment la preuve, ce serait terrifiant, les gens. Pourquoi terrifiant? De savoir que tout d'un coup, on aurait conscience, on se rappellerait par exemple de toute nos vies passées, on dirait, bah tiens, à ce moment-là. Mais on s'en rappelle pas. Mais le corps n'a aucun intérêt. Les gens travaillent pour ça. Donc un jour, peut-être, ils vont trouver le moyen justement de se rappeler. Mais le corps n'a aucun intérêt, c'est juste un outil, c'est juste un instrument. Psychologiquement, quand on est dans son corps, je trouve que ça peut être très dur, quoi. Mais moi, j'aime bien cet esprit de dire qu'on a des familles dans lesquelles on se retrouve. On fait une famille entre nous, là, ce soir. Et toi, tu as ce rôle de patriarche de cette famille. Et il ne faut pas oublier que toutes les personnes que tu invites et les personnes avec qui tu es en contact ont un rôle à jouer, effectivement, aussi bien pour eux, mais pour toi aussi, et pour toutes les informations que tu fais passer. Et cette famille, est-ce que tu t'es posé la question, d'ailleurs? Non, moi, je pose les questions. Je ne m'en passe pas beaucoup, parce que sinon, je prends un cachet à chaque fois. C'est très intéressant au niveau des familles, que ce soit au niveau spirituel ou même dans la vie de tous les jours. C'est que les gens qui nous entourent, ou les gens avec lesquels on travaille, ou les gens avec lesquels on vit, sont toujours des gens avec lesquels on a des
compatibilité de fréquence. Et quelqu'un qui sort de notre vie, on peut penser au premier degré que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est pas normal, qu'on s'est fait jeter comme ça. En fait, non. C'est simplement qu'à un moment donné, on a évolué d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y a plus cette connexion de fréquence. Et donc, c'est tout à fait naturel. De la même manière que la mort physique est tout à fait naturelle par rapport au fait qu'on a un véhicule qui est biologique et qui, de toute façon, va pas nous emmener très loin. À propos de mort, il nous a quittés et j'imagine qu'il est là où il doit être. C'est le Père Brune. On va lui rendre hommage avant la fin de cette émission. Juste, j'ai perdu d'ailleurs ce que je voulais dire. Oui, je voulais me tourner vers Jocelyn. Jocelyn, est-ce que tu es content de ton incarnation? C'est important parce que on parle beaucoup de l'âme, mais finalement, on se pose pas, c'est la question que tu me posais. Est-ce que finalement, tu es bien dans ton corps, dans ta vie? Est-ce que tu as la sensation de bien avoir choisi, Jocelyn? Bah écoute, oui, je te remercie. Je me plains pas parce que j'ai la sensation d'avoir trouvé ce qu'on appelle un peu pompeusement ma mission de vie, quoi. Donc la transmission, le journalisme, l'écriture, etc. Oui, j'ai l'impression que ça correspond à ce que je suis venu faire. Donc ça fait sens avec peut-être ce que mon soi avait décidé pour moi. Voilà. Donc oui, je suis plutôt bien dans cette incarnation-là. Alors c'est important, le soi. C'est vrai qu'effectivement, c'est être en phase avec ce que l'on est. Et toi qui as étudié les expériences de mort imminente, Jocelyn, il y a une question que j'ai envie de te poser concernant, tu sais, les expérienceurs qui disent il y a la lumière. D'ailleurs, je vous rappelle que aux prochaines rencontres du Mystère Inexpliqué, je suis en train de faire produire un film en réalité virtuelle pour vivre une expérience de mort imminente. Donc c'est la première fois que ça existera. J'espère que tu l'expérimenteras, Jocelyn, lors des rencontres. Ce sera donc à Marignane. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais les expériences de mort imminente, les gens voient cette décorporation, ce tunnel, cette lumière, et souvent voient des formes. Pour toi, c'est quoi? C'est les âmes? C'est quoi ces formes-là? Les formes de ceux qui sont censés être leurs proches et tout ça, tu veux dire? Oui, Jocelyn. Ah d'accord, donc je pense que c'est une interaction entre des énergies et la conscience du défunt, et que ça produit cette apparition effectivement de forme, parce je pense qu'il y a une part de projection, quoi. Donc mais on peut considérer que c'est uniquement des énergies qui se manifestent et que nous on projette là-dessus des formes pour identifier en fait qui est là. C'est un peu comme ça que j'essaye de le comprendre. D'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est nous finalement qui avons besoin, encore une fois, de mettre des formes sur des choses qu'on ne conçoit pas encore. On veut mettre des formes, on veut mettre des mots, on veut mettre des choses humaines. C'est-à-dire que c'est pour ça, par exemple, les contacts qu'ont un certain nombre de médiums, ils reçoivent des informations en langage humain. Pourquoi? Pas parce que dans l'univers spirituel on parle avec notre langue ou avec une autre langue. Simplement c'est pour que nous on puisse comprendre quelque part. Et puis il y a d'autres médiums qui n'ont pas besoin de passer par du langage. Et là c'est de l'énergie, c'est de la lumière. Et c'est flagrant tout de suite, quoi. Tu les reçois comment, tes messages, Jean-Didier? Alors moi je les reçois de façon médiumnique aussi, par les entités, les contacts qui se font comme ça. Et c'est vrai, quand on parle de ce type d'expérience, on parle souvent effectivement des proches. Alors ça peut être une projection, mais ça peut être aussi un besoin des âmes qui ne sont pas encore réincarnées, qui sont présentes, de venir accueillir quelqu'un pour évoluer, ou pour lui dire écoute, ça va bien se passer. Souvent il y a des personnes qui disent on m'a dit tiens, en fin de compte, non, c'est pas ton heure, il faut que tu retournes, t'as encore des choses à faire. Donc ça, on a du mal quand même à être dans la projection en entendant ce genre de choses. Mais ça peut être le cas aussi. Rien n'est préétabli. En fait, la projection, elle vient de l'image, c'est-à-dire qu'on voit des formes qui nous parlent parce qu'on se dit tiens, c'est un repère. Effectivement, ce sont des énergies ou des choses comme ça. C'est des énergies, mais on voit pas la personne physiquement, effectivement, par rapport à ça. François, les réseaux sociaux. Alors, j'ai vu passer une question tout à l'heure sur les extraterrestres, à savoir est-ce qu'il y a eu des contacts avec des entités, des âmes d'extraterrestres. Est-ce que les extraterrestres ont-ils une âme? Personnellement, j'aime beaucoup cette question parce qu'on est tous des extraterrestres, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Attention à ton micro parce que là, tu touches ton micro. Et voilà, tu fous le bordel. Donc, on t'entend plus bien. Oh là là, je vais te taper, hein. Tu sais que. Enfin, il y en a qui sont très très loin. C'est la seule émission où on tape les invités ici. Donc. On vient tous de toute façon, comme on est dans cet univers spirituel. On parlait tout à l'heure.
C'est une longue suite c'est comme des tirets, un espace, un tiret, un espace, un espace. On est dans une continuité visible ou pas invisible. Ouais. On n'a pas besoin de chercher l'extraterrestre, ils sont en nous alors finalement. Mais évidemment, bien évidemment. Déjà, on est extraterrestres nous-mêmes. D'ailleurs, les gens qui élèvent leur conscience voyagent et peuvent aller. Pas besoin d'aller, comme les Chinois, de l'autre côté de la Lune. On y va sans aucun problème, quoi. Jocelyn, cette notion d'extraterrestre, bien évidemment, à chaque fois qu'on parle d'extraterrestre, ça fait toujours un peu sourire les plus rationnels, mais puisqu'on est dans ce concept de l'âme qui peut expérimenter tout un tas d'incarnations, tout un tas de possibilités dans l'univers, on peut imaginer, est-ce que tu as envisagé peut-être que finalement ces entités que l'on dit exogènes, extraterrestres, seraient finalement des âmes au même titre que nous, mais sur une forme différente ? Ah oui, complètement. Moi, ça me pose aucun problème. Hein. Je veux dire, nous-mêmes, nous sommes les extraterrestres d'autres entités incarnées ailleurs. Hein. Voilà, donc il faut pas se croire unique au monde. Soit c'est une erreur d'anthropocentrisme, quoi. C'est comme croire que la Terre est au centre du monde. Donc c'était une vision complètement moyenâgeuse. Et on n'est pas complètement sorti de ça parce qu'on pense que l'être humain est la forme la plus intelligente, la plus évoluée de l'univers. C'est ridicule. Oui, je crois qu'il y a des extraterrestres et que les extraterrestres ont une âme et puis qu'il y a certainement des âmes extraterrestres qui sont beaucoup plus évoluées que nous, quoi. C'est clair. Hein. Il y a énormément de témoignages qui convergent pour nous laisser penser ça, quoi. Alors, Jocelyn, tu seras aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué 6 pour évoquer les synchronicités. Tu parlais de Jung. Jung est, semble-t-il, celui qui a le premier évoqué ces synchronicités. D'après ce que je sais, je crois qu'il avait pris une armoire sur la tête et au même moment, un de ses amis prenait une armoire lui aussi et donc il a appelé ça une synchronicité. Dans tous les cas, tu vas évoquer tout cela aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 31 mai, 1er de juin. Regardez la bande-annonce. Voilà, détails, réservations sur btlv.fr. Bien sûr, tout est à votre disposition. 16 conférenciers durant le week-end, 16 expériences de mort imminente à vivre en réalité virtuelle et cette exposition sur l'espace. Vraiment, 3 jours exceptionnels sur un long week-end. Profitez-en. Commencez à réserver vos Airbnb, comment on appelle ça, Airbnb, Airbnb, c'est du Airbnb, vos hôtels, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir du monde. On sera au soleil, donc ça va être extraordinaire. 31 mai, 1er et 2 juin. On arrive bientôt au terme de cette émission sur cette question, l'âme choisit son incarnation. Y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? On va rendre hommage au Père Brune. Vous l'avez connu, j'imagine, entendu. Je vais vous demander peut-être, pour finir l'émission, d'avoir un petit mot sur ce personnage qui s'est battu contre ces institutions ecclésiastiques pour faire admettre une spiritualité beaucoup plus grande. Bernard. Oui, bah... Et qui revient à parler de l'âme. Oui, mais je pense qu'il a choisi de venir à un moment où effectivement il y avait un travail à faire. Il ne faut quand même pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, il y a des scientifiques qui ont osé dire et publier qu'on avait tout découvert, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Hein. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Ouais, voilà, tout à fait. Et il a été un précurseur, un novateur, et je crois qu'il a
il a marqué son époque parce que ça a été quelqu'un qui effectivement a entrouvert des portes. Il a entrouvert des portes, il a amené des éléments, il a montré, il a démontré quelque part. Alors après, on adhérait, on n'adhérait pas, mais quelque part, ça a été c'était le porteur d'un pas en avant quelque part. C'est une pierre à l'édifice, à l'évidence, à l'évidence. Jean Didier, le père Brune aussi, ouvert. Surtout, il acceptait les médiums, c'était absolument incroyable. C'est quelqu'un qui avait une très grandeur d'âme, c'est le cas de le dire, et qui était à l'écoute aussi. Il avait un message à faire passer, et c'est ce qu'il a fait avec brio pendant très longtemps, et à travers ses écrits aussi. Mais ce qui était important, c'est que c'est quelqu'un qui était toujours à l'écoute des autres, et qui ne portait pas de jugement. Et ça, c'est quand même très important, parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette profession qui se permettent régulièrement de juger les autres, très facilement d'ailleurs, en se disant tout simplement c'est pas scientifique et on n'a pas de preuves, et voilà, en fin de compte, si on veut creuser un peu, ça s'arrête juste là, quoi. Enfin, en fin de compte, lui, il s'est battu aussi un peu contre ce dogme de l'Église catholique, et il a réussi à faire passer malgré tout tout un tas de messages qui sont quand même importants pour nous, pour notre génération aussi aujourd'hui, et qui nous donnent cette envie de continuer son œuvre et d'aller encore plus loin. Jocelyn, le père Brune, personnage ô combien important dans tout l'univers dans lequel nous travaillons. Tu avais eu l'occasion de le rencontrer, j'imagine. Quel regard tu portes sur cet homme qui est passé de l'autre côté du miroir aujourd'hui? Ouais, bah écoute, je l'ai croisé quelques fois, effectivement, c'était un homme charmant, vraiment adorable, dont le discours était vraiment conforme à son comportement. Ça, c'est vraiment plaisant. Il a travaillé avec des scientifiques aussi, comme Rémi Chauvin. Il a écrit des livres avec des gens comme ça. Sur la fin, j'ai cru comprendre qu'il s'était tourné vers le christianisme orthodoxe, alors qu'il était ordonné prêtre catholique. C'est intéressant parce que la religion orthodoxe, ça se rapproche un peu de l'Orient, en fait, avec des pratiques qui sont assez semblables à la méditation, finalement. Donc voilà, je sais pas quelle a été sa motivation profonde pour ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et pour lequel j'avais beaucoup de respect. Alors, on va diffuser, 3-4 minutes d'une émission que nous avions réalisée avec lui, 3 minutes exactement, sur l'âme. La question était provocatrice. L'âme, une invention spirituelle. J'avais posé cette question et il m'avait répondu sans aucun problème. Juste avant, j'aimerais vous rappeler l'actualité de nos invités. Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, c'est Bernard Baudouin. Celui d'avant, le voyage de l'âme entre deux vies, donc c'est celui que vous pouvez également vous procurer. On va mettre tous les liens avec le podcast, les replays aussi. Comprendre son karma et ses vies antérieures. Ça, c'est le bouquin de Jean Didier qui est venu, et ça me fait plaisir de t'avoir revu 3 ans après notre dernière rencontre, Jean Didier. Il y a aussi le 25 janvier une conférence à venir pour toi, Bernard. Comment intégrer le chemin de l'âme dans les transferts de conscience hors de l'espace-temps, puis dans une nouvelle incarnation, de 17h à 18h30, avec une dédicace, d'abord pendant 1h30, et une conférence à 19h. C'est la librairie Cornaline, 62 rue Saint-Lazare à Paris. Jocelyn, l'actu, c'est bien sûr les rencontres du mystère inexpliqué, et puis le bouquin à venir avec Romuald Le Terrier, je crois. Ouais, on est content. Ça s'appelle Se souvenir du futur. Donc c'est tout un programme, et on est assez heureux du travail qu'on a fait, sans se vanter. On pense qu'on a fait un truc qui est intéressant et qui est original, surtout. J'espère vous avoir très bientôt sur le plateau. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va se quitter avec le père Brune. Merci Bernard, merci Jean Didier. Merci à la régie. Il y avait Jules et Kirikou, voilà, ou Pipo et Bimbo. Voilà, c'est les deux. Ils s'énervent tous les deux, je les entends, je les vois. C'est les chats et chats. Eux, c'est des âmes jumelles ou des âmes sœurs. Ils se chamaillent, mais tout le temps, c'est incroyable. Merci François. Merci Bob. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très nombreux. Vous allez pouvoir revoir l'émission, la partager. N'hésitez surtout pas. C'est en clair, c'est gratuit. C'est BTLV. Je vous embrasse. Et puis, on se quitte avec le père Brune. Regardez, c'était il y a 1 mois et demi à peine sur BTLV. Je le disais. Est-ce que c'est une invention spirituelle? On va se tourner vers un homme d'église, le père François Brune qui est avec nous. Bonsoir mon père. Bonsoir. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. On a eu l'occasion de converser plusieurs fois sur BTLV. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'ai la sensation un petit peu de me confesser quand je suis avec vous, vous voyez. Donc, alors, mon père, la question est provocatrice, je le disais. L'âme, une invention spirituelle. Quelle est votre réponse quand vous entendez cela? Mais non, pas du tout. On a de plus en plus de preuves de la survie.
L'âme, c'est le corps spirituel qui est déjà en nous. C'est déjà ce que disait saint Paul. Il y a le corps de chair et puis il y a le corps spirituel qui est déjà en nous et qui se détache du corps de chair au moment de la mort. La mort et la résurrection, c'est la même chose. La mort de la chenille, c'est la résurrection pour le papillon. C'est exactement cela. Mais je voudrais également un tout petit peu faire allusion à ce qui précédait sur la réincarnation. À un niveau un peu profond des recherches, on s'aperçoit que le temps n'existe pas. C'est sûr. Il n'y a donc pas de vie antérieure à une autre, ni de progrès possible d'une vie à l'autre. Ce que je crois, c'est qu'en réalité, nous sommes continuellement en communication avec quantité d'autres êtres, d'autres personnes qui font partie de notre vie. Là, je vous renvoie par exemple à ce que disait la maman d'Alain Guillot, vous voyez peut-être qui c'était, et qui découvre « Ils étaient moi, j'étais eux, et je ne le savais pas ». Ou alors encore les visions de Ned Dougherty, qui aperçoit, quand il fait un voyage hors de son corps, une sorte d'amphithéâtre et de quantité de gens qui lui disent « N'oublie pas que nous sommes une partie de toi et que tu es une partie de nous. » Quelle question vous allez poser à Dieu la première fois que vous allez le voir? Quelle est votre question? Je ne lui poserai aucune question, il me prendra dans son amour. Ce que j'espère, c'est qu'il me dira simplement « enfin » et qu'on pourra se retrouver. D'accord. Bah, c'est sage, parce que moi, c'est peut-être pas profession de journaliste qui fait ça, mais je lui poserai plein de questions, parce que j'ai envie de savoir comment, pourquoi, etc. Je dirais pourquoi. Oh, il me le dira, il me l'expliquera, j'aurai pas besoin de lui demander. Tout deviendra clair, souvent de l'au-delà, ils nous le disent. Tout ce qui vous paraît totalement absurde, vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. On n'a jamais vu un proton perdre de l'énergie. On a un changement d'état de l'information, de la structure de l'information dans une région d'espace. Regarde, un rêve, simplement un rêve. Tu es dans un monde onirique, et puis tu bouges le petit doigt, tu commences à peine à revenir dans ton corps, et ça y est, la moitié du rêve a disparu. Tu peux même plus y accéder. Et je pense que cette réalité spirituelle, c'est des rêves puissance 10 000. Donc on n'a pas le cerveau qui nous permet de prendre la mesure de ce à quoi on a accès après la mort. Et dans sa plastique, dans du sopalin, il y avait 2 objets. Le médaillon rouge avec le ruban rouge et l'éperon. C'est-à-dire que son frère était joueur de polo. Et il a fait une crise cardiaque à la suite de ce match. Et les 2 seuls objets qui pour lui étaient importants et qui étaient importants pour sa sœur, c'était les 2 objets qu'il avait gardés, l'éperon et le médaillon. Il y a un précurseur qui s'appelait Benjamin Libé, il est mort il y a 2-3 ans, qui avait démontré par des expériences que nous recevions des informations en moyenne 0,5 à 0,7 secondes avant d'en avoir conscience. Quelle est la réalité et où est le situ de ce monde de vision? C'est toute la question. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai accédé à des visions collectives. À partir de ce moment-là, je me suis dit, là, on est sur quelque chose de complètement différent d'une hallucination. Dans l'Opus Dei, vous n'avez pas de liberté de conscience. Aucune. Vous devez rendre compte chaque semaine à un directeur de conscience de ce que vous avez fait, pas pensé, pas bien pensé. Et ce directeur de conscience vous dit ce que vous pouviez ou pas penser, ce que vous pouvez ou pas faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une dictature un petit peu quand même. C'est clairement ça. Le Sphinx, c'est une statue gigantesque qui fait 70 mètres de long. On n'a jamais eu une autorisation de donner un coup de pioche en dessous. Et pourtant, Dieu sait si le nombre de gens qui, depuis Maspero, a des dire, et si on creusait en dessous. Ah non. On a complètement séquencé le matériel génétique d'Homo sapiens, de Néandertal, mais maintenant avec la génétique, on va remonter très très loin et on va se rendre compte que la vie sur Terre, elle n'a pas 70 000 ans, mais qu'elle a pas loin, très certainement, de 2 à voire 3 millions d'années. Elle va remonter vraiment très très loin. Et quand un ovni se casse la figure, il n'y a pas d'explosion. Vous promenez un B-52 qui se plante, ça fait une belle flamme. Là, il n'y a rien, quoi. Bon, ce sont des engins qui franchissent les années-lumière. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont même pas de propulseur. La conscience étant fort probablement faite d'informations quantiques, et les informations quantiques se trouvent en dehors de l'espace et du temps, donc elles ne devraient pas subir le passage du temps. Donc la mort serait une illusion. Et au moment
où l'actrice principale est dans les couloirs de ce château qu'elle devient folle, on entend dans le film « Ce château me veut, ce château m'appelle » et je reçois le SMS qui dit « Ce château vous veut, ce château vous appelle » de ce numéro-là. C'est comme s'il y avait deux trottoirs. Il y a le trottoir des vivants et le trottoir des morts. Il y a au milieu les médiums. Et il y a un vivant, il va dire tu peux me connecter à quelqu'un d'autre de l'autre trottoir. L'autre, il fait est-ce que le quelqu'un d'autre est là? L'autre fait ouais, c'est moi. Mais personne n'a vérifié qui était qui. Bien sûr. Toutes ces questions-là, qui sont des questions seuil, on peut se les poser dans un espace de liberté, dans un espace où tout devient possible, justement, c'est BTLV. Vive BTLV, en fait. BTLV, analyser, décrypter, comprendre.